Bon ben voilà. Donc je vais parler de Robert Anton Wilson. Je commencerai par expliquer qui il est et ses accomplissements, puis bien sûr le grand acte que bien sûr est complètement subjectif parce qu'il a écrit tellement de trucs, donc moi j'ai choisi ce qui moi m'a parlé. Je vais parler ensuite de son influence et puis je vais lire la préface d'un de ses livres que je commenterai au fur et à mesure de la lecture. Je vais traduire ça en live parce que c'est quand même un peu long, donc je vais traduire ça en live et chaque paragraphe je vais faire des petits commentaires si j'ai envie, et donc voilà. Donc commençons. Qui est-il ? Il est né en 1923, il est mort en 2007 aux États-Unis. Donc il est américain. Il était un auteur, nouvelliste, essayiste, éditeur, écrivain de théâtre, journaliste, poète, futuriste. Et la partie intéressante est qu'il se décrit lui-même comme étant un mystique agnostique. La plupart des penseurs de discordianisme, qui est un courant de pensée spirituelle, le reconnaissent comme leur pape ou leur saint. Il a rendu le courant discordien populaire grâce à ses textes. J'ai quand même un léger commentaire à faire là-dessus. Le discordianisme est une sorte de religion semi-sérieuse, un peu comme pastafarianisme, qui vénère Eris, la déesse de la discorde, c'est-à-dire donc qui s'oppose à l'harmonie. Et donc j'ai quand même envie de dire que lui, il se considérait vraiment comme un vrai agnostique et il ne croit ni en l'harmonie, ni même en la discorde, et il ne vénère ni l'un ni l'autre, ou même d'autres choses. Robert Anton Wilson était une figure majeure de la contre-culture des 60s et 70s au niveau de Timothy Leary ou Terence McKenna, qui sont des noms un peu plus connus. Lui, il apparaît beaucoup moins en public parce qu'il était beaucoup plus écrivain et beaucoup plus penseur, mais pour moi, à mes yeux, il est tout aussi important. Son but par ses œuvres a été, et ici ce sont ses propres mots, une tentative de casser les associations conditionnées, de voir le monde de nouvelles façons, de reconnaître chaque modèle de pensée ou croyance comme carte ou modèle du monde, sans qu'aucun de ces modèles ne soit élevé au rang de la vérité. Le but final étant d'amener les gens à un état d'agnosticisme général, pas un agnosticisme exclusivement de Dieu, mais un agnosticisme surtout. Donc même pas croire en la science, même pas croire dans ses 5 sens, etc. Pour ses accomplissements, en fiction, il a écrit 12 livres, dont les 2 séries recommandées par les Discordiens. La première série, c'est une trilogie, la trilogie des Illuminatus, et la deuxième, c'est la trilogie du chat de Schrödinger. Il a fait une trilogie autobiographique nommée Cosmic Trigger, ou déclencheur cosmique. Je la mentionne ici parce que le texte que j'analyse à la fin vient de la préface du premier livre de cette série autobiographique. Il a écrit 3 pièces de théâtre, il a écrit 15 livres, dont 2 livres qu'à mes yeux tout le monde devrait lire, Prometheus Rising et Quantum Psychology, qui sont juste géniaux. Il a 5 collections d'essais, il a édité 2 livres, il a environ 20 cassettes où il est interviewé autour de différents sujets. Il a joué dans 2 films, écrit un film lui-même et est apparu dans une dizaine de documentaires. Il s'identifiait comme libertaire socialiste et était pour le revenu universel garanti, et il était aussi anti-gouvernement. À part cela, il a lancé et faisait partie de plusieurs associations autour de l'expérimentation, autour de la perception, de la conscience et du potentiel et du génie humain. Sinon, il était actif à la législation de toutes les drogues. Voilà. Sinon, on va passer au grand acte. Je vais un peu contextualiser. Donc, ceci est un texte court que je vais lire qui vient de la trilogie Illuminatus, que j'ai nommé plus haut, et que j'ai essayé de traduire du mieux que j'ai pu parce que, à la base, c'est quand même de l'anglais. Donc, allons-y. Définition et distinction. L'économie du marché ou le libre-échange. La condition d'une société dans laquelle toutes les transactions économiques résultent du choix volontaire sans coercition ou contrainte. L'État. Une institution qui interfère avec le libre-échange par l'utilisation directe de coercition ou contrainte ou en concédant des privilèges, souvent par la coercition ou en contraignant. L'impôt. Une forme de coercition ou contrainte ou interférence avec le libre-échange dans lequel l'État collecte un tribut ou une taxe permettant l'embauchage de forces armées pour pratiquer la coercition et la contrainte dans la défense des privilèges et aussi pour s'engager dans des choses comme par exemple des guerres, des aventures, des expériments, des réformes, etc. Comme l'État a envie de le faire. Pas à ses propres frais bien sûr, mais aux frais de ses sujets. Le privilège. Du latin privi, privé, et lege, loi,
un avantage accordé par l'État est protégé par ses pouvoirs de coercition ou contrainte. Une loi pour le bénéfice privé. Usure, la forme de privilège ou d'interférence avec le libre-échange dans laquelle un groupe supporté par l'État monopolise la monnaie et ainsi prend tribut, profit ou intérêt directement ou indirectement dans une partie ou toutes les transactions économiques. Propriétarisme, c'est fort. Propriétarisme, la forme de privilège ou interférence avec le libre-échange dans laquelle un groupe supporté par l'État possède la terre et ainsi prend tribut, dans ce cas-ci loyer, de ceux qui vivent, travaillent ou produisent sur cette terre. Tarif, une forme de privilège ou interférence avec le libre-échange dans laquelle les commodités ou produits hors de l'État ou hors des groupes supportés par l'État ne sont pas permis de rivaliser également à pied égal avec, les produits de l'État ou des produits des groupes supportés par l'État. Alors ici j'ai mis mon commentaire à moi, varier ici la définition pour subside ou autre contrainte légale autour de l'économie. Et on arrive à la même chose. Je me suis permis d'étendre un peu ce qu'il a dit. Ensuite, capitalisme. Et là, on arrive. Une organisation de la société intégrant les éléments de taxes, usures, propriétarisme et tarifs, et ainsi refuse le libre-échange en prétendant être un exemple du libre-échange. Boum! Ça c'est fort. Bon, c'est pas fini. Ensuite, pour ce qui va suivre, pour simplifier, lui il utilise le mot conservatisme, mais on pourrait dire conservateur ou la droite. C'est plus simple. Voilà. Donc conservatisme, prochaine définition, conservatisme. Cette école de la philosophie capitaliste qui prétend l'obédience ou d'appliquer le libre-échange tout en supportant l'usure, le propriétarisme, le tarif et parfois la taxation. Excellent. Et ensuite, ici, le prochain mot c'est le libéralisme, mais on pourrait tout aussi bien changer ce mot par la gauche. Le libéralisme, cette école de la philosophie capitaliste qui tente de corriger les injustices du capitalisme en ajoutant des nouvelles lois aux lois existantes. Chaque fois que les conservateurs ou la droite passent des lois créant du privilège, les libéraux ou la gauche passent une autre loi modifiant le privilège. Ce qui conduit les conservatistes ou la droite à passer une autre loi plus subtile pour recréer le privilège et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire et tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. Oui. Oh oui, elle a ses commentaires. Oui, Robert Anton Wilson vient de prédire le totalitarisme vers lequel amène le capitalisme. De gauche ou de droite. Soit, c'est pas fini. Socialisme. La tentative d'abolition de tous les privilèges en restaurant le pouvoir entièrement à l'agent coerciteur ou contraignant derrière le privilège, c'est-à-dire l'État. Ainsi, convertissant l'oligarchie capitaliste en monopolie étatique. Autrement dit, blanchir un mur en le peignant tout un noir. Est-ce qu'il vient de décrire le communisme ? Oui, je crois qu'il vient de le faire. Enfin, la dernière définition, anarchisme. Une organisation de la société dans laquelle le libre-échange opère librement, sans taxes, usure, propriétarisme, tarifs ou autre forme de coercition ou privilège. Les anarchistes de droite, ou comme il dit conservateurs, prédisent que dans le libre-échange, les gens voudront volontairement choisir de se disputer, concurrer ou rivaliser plutôt que de coopérer. Les anarchistes de gauche ou les libertaires prédisent que dans le libre-échange, les gens voudront volontairement coopérer plutôt que se disputer, concurrer ou rivaliser. Et donc ici j'aimerais bien préciser, donc concurrer, disputer, rivaliser, en anglais ça veut dire compete, ça veut dire au niveau économique et tout ça. Alors ensuite je vais quand même dire c'est quoi la suite du texte. La suite du texte est un échange entre des personnages sur la sociologie et pourquoi les humains se comportent de telle manière et comment changer les choses. Et donc voilà, je ne fais que recommander ces livres parce que c'est un livre de fiction. Ce que je viens de tirer là, ça vient d'un livre de fiction. C'est trop puissant. Et donc voilà, je passe à son influence. Alors, sa plus grande influence et reconnaissance se trouve majoritairement dans le monde spirituel. Il est cité de gauche à droite par des psys, des gourous, des New Agers, des chaoïstes, des discordiens, des satanistes, des lucifériens, des fans de psychédéliques, des chamans modernes, etc., etc. Je suis tombé sur lui personnellement via le chaoïsme, qui est un courant de pensée finalement assez simple et résumable ainsi. Rien n'est vrai, tout est permis. Si telle ou telle religion marche et a l'effet que tu veux, suis
vis-la et crois-la tant qu'elle a de l'effet pour toi. J'ai parlé des discordiens qui, eux, le voient comme leur prêtre, mais à mes yeux et mes lectures de lui, je me rends compte qu'il dépasse cela. Il n'est convaincu de rien, rien du tout, et se remet constamment en question et ne prend rien du tout au sérieux. Et on le sent dans son ton d'humour complètement présent dans toutes ses écritures, discussions et discours. Alors ceci, c'est un petit commentaire personnel que j'ajoute à l'influence, c'est que, alors, il est ni chaoïste, il est ni ceci, et justement, ni chaoïste, ni discordien, ni ceci, ni cela, mais par contre, il connaît chaque courant bien en profondeur, et il les troll, en fait. Donc pour moi, c'est juste un génie, quoi. Alors, son influence est difficile à mesurer, voici quelques-uns parce que voici quelqu'un qui a poussé la pensée très loin. Pour moi, il est quelque part l'équivalent du « je perçois donc je suis ». Ceci est finalement que mon sommaire de sa pensée, de ce que vraiment je peux dire, ce type n'est convaincu de rien, pas même de sa propre existence, pas de sa mort, pas de la réincarnation. Il est complètement libre d'amener sa pensée où il veut et n'est pas bloqué par quelque dogme qui soit. Il a quelques valeurs, l'optimisme qui pour lui est la plus pratique. Alors ça c'est quand même intéressant, c'est que lui il dit oui en effet moi je suis l'optimisme parce que c'est pratique, tu regardes le même problème et en fait tu vois des solutions, tu vois 10 solutions plutôt que voir 10 problèmes, donc l'optimisme c'est pas mal. Voilà, ça c'est le petit commentaire. Donc voilà, ça c'est un peu l'optimisme et pour lui c'est la plus pratique des philosophies. On perçoit la même chose mais ouais, voilà, en fait je l'avais écrit, on perçoit la même chose mais au moins on se sent bien et on voit 10 solutions plutôt que 10 problèmes. Elle libère plutôt que bloquer. Il croit pragmatiquement que la joie et la bonne humeur est donc une voie intéressante à suivre. Et finalement, c'est ça qu'on peut ressentir de ces textes, de l'humour, de la joie, du plaisir et des pensées profondes. Et pour cela, il est clairement un grand farceur. Et donc voilà, là je vais passer dans la partie commentaires. Donc oui, si vous êtes juste venu écouter la version courte, pas de problème, je vais fermer ma gueule. Sinon, si vous voulez entendre le commentaire de la préface, ça va continuer tout de suite. Et on entre dans la préface, blablabla. Donc je vais faire un petit commentaire et une traduction en live de la préface du premier livre de la trilogie Cosmic Trigger, qui est autobiographique, que je suis en train de lire en ce moment. J'ai trouvé cela intéressant et cela montre à mon avis très bien qui était le personnage et ce qu'il représentait et comment il fonctionnait. J'espère qu'en faisant ma traduction, je ne vais pas lui manquer de respect. Mais en tout cas, on y va. Préface. Alors, donc, le déclencheur cosmique était à la base publié a été publié il y a 10 ans donc, par Pocket Books et puis ensuite par Pocket Books juste après. Même si certains de mes nouvelles ont beaucoup mieux vendu que ce livre, on peut dire que ce livre-ci est mon livre qui a le plus de succès en termes humains. Donc, et puis ensuite, premier point. Depuis la date de la première impression de ce livre, j'ai reçu plein d'emails à propos du déclencheur cosmique qu'à propos de toutes les autres choses que j'ai écrites. Et la plupart de ces mails étaient unusually, donc rarement intelligent et très ouvert d'esprit. Pour une raison ou l'autre, beaucoup de lecteurs de ce livre pensent qu'ils peuvent m'écrire de manière intime et sans peur à propos de sujets qui sont très tabous en société. Et j'ai appris beaucoup grâce à ces correspondances et je me suis fait beaucoup de nouveaux amis. Et puis point numéro 2. En lecture tours, comment on traduit ça? Donc pendant des tournées où je fais des lectures, on me pose toujours de plus en plus de questions à propos de ce livre-là qu'à propos de toutes mes autres œuvres combinées. Cette nouvelle édition présente une opportunité pour moi de répondre aux questions les plus fréquentes et de corriger les misunderstandings, les misconceptions, les non-compréhensions les plus persistantes. Il devrait être clair à tous les lecteurs intelligents, mais de manière assez curieuse, mais pas si clair pour beaucoup, que mon point de vue dans ce livre est celui d'un agnostique. Le mot agnostique apparaît explicitement dans le prologue et l'attitude agnostique est répétée encore et encore dans le texte. Mais beaucoup de personnes pensent que je crois, entre guillemets, dans certaines des métaphores et modèles que j'emploie ici. J'aimerais donc vous répéter et le rendre encore plus clair ici. Et là, il l'a écrit en grandes lettres et donc je vais le crier « Je ne crois en rien !»
Cette remarque a été faite dans ses propres mots par John Gribbin, éditeur en physique. Enfin bon, je vais déjà faire un commentaire ici. Donc c'est marrant, c'est que... Et c'est ça qui est très puissant, c'est que clairement le gars il a écrit un texte qui est ultra intéressant parce que ça parle de sujets hyper tabous qui vont dans tous les sens et que du coup tu vois de la manière dont il l'a écrit, en fait on dirait qu'il y croit sincèrement. Mais parce qu'en fait il est vraiment allé loin dans la pensée, il est allé profondément dans la pensée, il est allé profondément dans ses croyances pour les comprendre vraiment à leur essence en fait. Et donc ce qui est marrant c'est que du coup les gens se disent mais putain t'as vu comment il y va en détail, il doit y croire et tout ça. Et surtout, mais ça je crois qu'il en parle plus loin, ouais, comment les gens projettent aussi leurs propres trucs. Alors qu'en fait lui il est même pas convaincu lui-même, il a juste fait des expériences au niveau de sa conscience, au niveau d'expériences chamaniques, au niveau des drogues et tout ça, et donc le gars en fait ce livre c'est juste une sorte de résumé de tout ça quoi. Et donc voilà, et donc je ne crois en rien. Cette remarque a été faite dans ces mots par John Gribbin, éditeur de physique dans le magazine New Scientist, et donc il a fait cette remarque dans une émission télévisée à la BBC avec Malcolm Muggeridge, et ça a provoqué l'incrédulité de la plupart des gens qui regardaient l'émission. Il semble que ce soit une gueule de bois de l'ère du moyenâgeux catholique qui font que la plupart qui est à l'origine de la plupart des gens, même les gens éduqués, de croire que tout le monde doit croire, et donc en guillemets, doit croire en quelque chose ou dans quelque chose ou autre, donc something or other. Que si quelqu'un n'est pas un athéiste, alors on doit être un athée dogmatique. Et si quelqu'un ne croit pas que le capitalisme est parfait, alors quelqu'un doit croire de manière sérieuse dans le socialisme. Et si quelqu'un n'a pas une croyance aveugle dans X, alors on doit penser de manière alternée. Alors on doit avoir une croyance aveugle dans pas X, ou le contraire de X. Enfin voilà, donc ici ce qui nous fait un joli commentaire, c'est encore une fois, c'est quoi, et putain les gars, on est toujours dans des pensées binaires, c'est-à-dire si t'es pas comme ça, bah t'es comme ça, si t'es pas comme ça, t'es comme ça, alors que le gars lui dit clairement non, ce que moi je fais c'est que j'observe, je vais un peu dans tous les sens, et arrêtez d'essayer de me limiter moi ou donc le physicien en question, de nous faire dire ah ben ouais moi je crois en ça, ou je suis pas comme donc tu es comme ça. Non, en fait ça c'est le truc le plus grave de notre société, et le gars bon finalement il ne fait que répéter ça, c'est-à-dire ah ok quoi, tu penses pas comme moi, mais alors tu penses comme ça, et voilà, les politiciens jouent le jeu, il n'y a pas de pensée nuancée, il n'y a pas de pensée complexe, et voilà, et bon moi avec les chroniques inutiles j'ai un peu essayé de faire ça, mais il faut se rendre compte que ouais, c'est vraiment un truc qui est ancré, et bizarrement oui, c'est dans le monde occidental c'est beaucoup plus ancré que dans d'autres pays du monde que j'ai pu observer. Voilà, ça c'est tout le commentaire que je vais faire là-dessus. Alors voilà, prochain paragraphe. Mon opinion est que la croyance est la mort de l'intelligence. À partir du moment que quelqu'un croit dans une doctrine de n'importe quelle sorte, ou a une certaine conviction, ou prend une certaine certitude, cette personne arrête de penser à propos de cet aspect de l'existence. Et donc du coup, le plus de certitude et de conviction que l'on assume ou que l'on prend sur soi, le moins qu'il reste sur le monde à réfléchir. Donc, en anglais, il a dit « the less there is left to think about ». Donc, le moins qu'il reste dans le monde auquel on peut réfléchir. Et une personne qui est sûre de tout n'aura jamais aucun besoin de penser à autre chose. Attends, « any need to think about anything » n'aura jamais aucun besoin de penser à autre chose et pourrait même être considérée cliniquement morte sous... Oh putain, et pourrait même être considérée comme cliniquement morte selon certains standards médicaux parce que l'absence de l'activité du cerveau est considérée comme si la vie est finie. Alors waouh, là c'est quand même une grosse attaque, c'est-à-dire que oui, si t'es trop convaincu, bah, ça veut dire que tu penses plus en fait, parce que t'as déjà pris tes décisions et tout est clair pour toi, et donc il n'y a pas d'activité du cerveau, bah oui, et selon le monde médical, s'il n'y a pas d'activité du cerveau, tu es mort. Oh putain, ce mec il y va quoi. Ça c'est la préface les gars, ça c'est la préface.
Je continue, je n'ai pas tellement de commentaires à dire là-dessus, c'est extrêmement clair. Mon attitude est identique à celle du docteur Gribin et de la majorité des physiciens d'aujourd'hui. Et ce qui est connu en physique comme l'interprétation de Copenhague. Parce qu'elle a été formulée à Copenhague par le docteur Niels Bohr avec ses coworkers, avec ses collègues en 1926 et de 1926 à 1928. Alors, l'interprétation de Copenhague peut être parfois appelée le modèle agnostique, donc entre parenthèses, le modèle agnostique. Et selon moi, garde et maintient que chaque grid, donc chaque matrice que nous utilisons pour organiser notre expérience du monde est un modèle du monde et ne devrait pas être confused, et ne devrait pas être confused, donc ne devrait pas être comment on traduit ça? Et ne devrait pas être mis confused, donc confus, donc on ne doit pas les mettre ensemble. Confuse avec le monde lui-même. Donc le modèle qu'on a du monde ne doit pas être mis ensemble avec le monde lui-même. Alfred Korzybski, le sémanticiste, a essayé de populariser ce concept en dehors de la physique avec le slogan « La carte n'est pas le territoire ». The map is not a territory. Voilà. Alan Watts, un exégète talentueux de la philosophie orientale, a lui-même pris cette phrase et l'a changée de manière un peu plus claire en disant ceci: le menu n'est pas le repas. Alors oui, ici je pourrais parler des heures là-dessus et je crois que j'en ai fait plusieurs podcasts là-dessus, mais en effet, oui, c'est pas parce qu'on croit quelque chose ou qu'on est convaincu d'un truc. C'est convaincu d'un truc, c'est quelque chose qui se passe dans notre monde intérieur, qui est dans notre monde de pensée. Et en fait, notre monde de pensée, il a absolument rien à voir avec le monde extérieur. Oui, on peut dire qu'il observe et qu'il fait des espèces d'analyses et qu'il fait des filtres du monde extérieur, etc. Mais ce n'est qu'une carte du monde extérieur. Le monde extérieur est bien plus complexe, c'est la jungle, là où la carte, c'est la carte. Et oui, alors oui, l'analogie que moi souvent j'aime faire à ce niveau-là à propos de tout ça, c'est que on peut prendre une carte de Bruxelles, si on prend une carte fluviale ou on prend une carte des meilleurs bars, ou on prend une carte de la population, une carte des réseaux ferroviaires, une carte, etc. Selon les différentes cartes, on aura une autre vision de Bruxelles. Mais est-ce qu'une de ces cartes elle est vraiment Bruxelles? Non. Aucune de ces cartes n'est Bruxelles, parce que ce sont tous des bouts de papier ou des espèces de 0 et des 1 dans un système informatique, pour le coup chez Google par exemple, et donc ce n'est pas Bruxelles. Pour être Bruxelles, il faut aller à Bruxelles et il faut voir c'est quoi Bruxelles. Il ne faut pas regarder la carte de Bruxelles. Et donc oui, ici il dit clairement les convictions, il faut absolument s'en débarrasser. Je ne vais pas aller plus loin que ça parce que j'ai déjà fait tout un podcast, j'ai fait plusieurs podcasts là-dessus sur les croyances et je parle exactement de ça. Donc voilà, je réfère à ceux-là qui sont dans les discours. Voilà. Et si vous ne les trouvez pas, venez me demander, je vous pointe directement à cela, ou bien je vous réponds à vos questions. Alors, prochain paragraphe, la croyance dans le sens traditionnel, ou la certitude, ou le dogme, est en fait une grande délusion, ça se dit en anglais? Ouais, ça se dit en français, ouais. C'est donc la croyance, ou mon dogme, c'est en fait ma carte actuelle, ou ma matrice, ou ma carte, ou mon tunnel de réalité. Et donc, quand on a cette croyance, qu'est-ce qu'on dit concrètement? Et ça, on dit mon modèle actuel contient tout l'univers et je n'ai pas besoin de le réviser. Hein? Donc c'est ça qu'il dit. Mon modèle actuel, ou carte, ou matrice, ou tunnel de réalité, contient tout l'univers et n'a pas besoin d'être révisé. En parlant de l'histoire de la science et de la connaissance en général, ceci paraît complètement absurde et même arrogant. Et je suis perpétuellement, c'est un beau mot ça, et je suis perpétuellement abasourdi que tellement de gens arrivent quand même à vivre avec une attitude complètement médiévale ainsi quoi. Oui, donc là il dit clairement, et je suis complètement avec lui, quand moi je discute et que j'entends tous les gens qui sont convaincus et que tu essayes de leur montrer le monde un peu différent, que tu proposes une autre carte, qu'en fait ils ne font que répéter leur carte. Et oui, moi je trouve ça toujours marrant, c'est presque un jeu, c'est un jeu pour moi maintenant, de en fait détruire leurs croyances le plus vite possible, arriver à les faire s'énerver le plus vite possible. Ça c'est un petit jeu que parfois je joue, de moins en moins, parce que
je me rends compte que j'évolue en tant que personne et ce genre de jeux ne me font plus tellement plaisir. Mais c'est un jeu que j'avais avant. Parce que oui, il y a des gens, ils sont convaincus. Hein, et donc oui, c'est un peu dommage. Enfin, c'est quasi impossible de leur faire voir autre chose. Parce que pour eux, ce qu'ils voient, c'est le bon, quoi. Alors le déclencheur cosmique, et j'ai envie de faire un commentaire là-dessus. Et ce qui est marrant justement avec le coronavirus et tout ce qu'on voit sur Facebook, c'est que tout le monde a sa propre opinion sur Facebook et il n'y a aucune nuance. T'as les gens qui sont en mode oh c'est mal, le coronavirus c'est pas bien, oh il faut pas faire confiance au gouvernement, il faut pas faire confiance à Bill Gates, oh il faut pas faire confiance aux gens du Madagascar qui disent qu'ils ont un produit qui cure le coronavirus. C'est un bordel complet et tout ça est révélé en fait par le coronavirus, que tout le monde est dans ses propres cartes de mentales. Et donc moi je trouve ça génial parce qu'en fait ça veut dire que ah bah tiens cool, peut-être qu'un jour ces cartes elles vont discuter et on va créer peut-être des cartes plus complètes ou des cartes un peu plus qui fonctionnent les unes avec les autres, je sais pas. En tout cas, ouais voilà, ça c'est un peu le commentaire que j'avais envie de faire là-dessus. Prochain paragraphe qui est pas si long. Le déclencheur cosmique parle du process de délibérément induire à son cerveau des changements radicaux. Et ces changements radicaux, et donc ce que je fais dans ce livre, c'est que je parle de ces changements radicaux que j'ai faits à moi-même entre 1962 et 1976. Ce processus est appelé initiation ou quête de vision dans plein de traditions, dans plein de sociétés traditionnelles ou anciennes, et peut être assez largement ou vaguement considéré dangereux, peut être considéré comme une sorte de variété dangereuse d'auto-psychothérapie ou de psychothérapie sur soi-même dans la terminologie moderne. Je ne la recommande pas à tout le monde et je crois que j'ai obtenu plus de meilleurs résultats more good results then. Et je crois que j'ai obtenu majoritairement plus de résultats positifs que des résultats négatifs, majoritairement parce que avant de faire ça, j'avais déjà fait quelques autres sortes de psychothérapie ordinaire avant de commencer mes propres aventures. Et surtout parce que j'avais un bon background, donc un bon arrière-plan dans la philosophie scientifique et que je n'étais pas incliné à croire aucune révélation trop littéralement. Et donc le mot croire ici, il a mis entre parenthèses. Alors ici c'est important, oui, il parle donc exactement de qu'est-ce qu'il est en train de faire là-dedans, il a fait des espèces de processus d'initiation chamanique, etc. Ou je sais pas quoi, hein, j'utilise le mot chamanique, mais lui il l'a mieux dit, hein, c'est initiation. Et oui, et le truc qui est marrant, c'est qu'il dit clairement un truc, c'est que la plupart des gens qui font ces initiations, ils ont des espèces de révélations et ils y croient tout de suite et pour eux c'est complètement la vérité. Et en fait ce qu'ils font, c'est ils remplacent une carte pour une autre. Et ici, lui, il dit oui, j'ai eu beaucoup de succès et je suis pas devenu fou. Pourquoi ? Parce que je savais ne pas me faire avoir par une révélation ou l'autre. Donc, en fait, avant même de commencer, il savait tu vas commencer ce truc, tu vas avoir des révélations extrêmement puissantes, mais les crois pas de manière littérale. Ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Prochain paragraphe assez court. Alors, de manière courte, la chose la plus importante que j'ai appris de mes expériences est que la, entre parenthèses, réalité est toujours pluraliste, ou est toujours, il y en a toujours plusieurs, et mutable ou changeable. Ça, c'est très intéressant. Pour ceux qui ont une croyance sur le monde et qui croient que le monde devrait être d'une certaine façon, ah ben non, ici quelqu'un nous propose que c'est peut-être mutable, que la réalité change peut-être tout le temps. C'est un peu ce que le Bouddha dit sur l'impermanence. Et pluraliste, c'est-à-dire qu'il y a plein de réalités différentes. Voilà, prochain paragraphe. Vu que la plupart du déclencheur cosmique est dévoué à expliquer et à illustrer ceci, et puisque j'ai essayé d'expliquer et que encore et encore et puisque j'ai expliqué ceci ou de ce que j'ai écrit ceci dans ce livre, dans plein d'autres livres, et puisque je rencontre encore des gens qui ont lu tous mes livres à ce sujet et qui ne comprennent toujours pas,
ce que j'essaie de leur raconter. Je vais essayer de l'expliquer encore une fois dans cette nouvelle personne, et encore une fois est écrit en majuscule et peut-être plus clairement qu'avant. Donc, ouais. Donc ça ici c'est du one more time, tu vois, en gros lettres. Donc il dit je vais expliquer encore une fois. Et ici il met entre parenthèses, réalité est un mot dans la langue anglaise ou française qui est comment on dit noun, pas un verbe mais un substantif au singulier, qui est A un substantif et B au singulier. Donc penser, donc en anglais mais ici en français, et donc il fait direct le commentaire, et dans toutes les langues indo-européennes, alors penser dans ces langues indo-européennes, alors nous programme subconsciemment, donc de manière subliminale, à conceptualiser la, entre parenthèses, réalité à une sorte d'entité de bloc, un peu comme à une sorte de gros bloc, un peu comme un grand building à New York, quoi, dans laquelle n'importe quelle partie de cette réalité est juste une autre, entre parenthèses, salle dans le même building. Cette programmation linguistique est tellement pervasive, est tellement ancrée, je vais utiliser comme mot, que la plupart des personnes ne savent pas, entre parenthèses, penser en dehors de ce cadre-là, et que quand quelqu'un tente de proposer une perspective différente que la réalité qu'il croit être la vérité, alors on dit que cette personne est folle. Et ben voilà, hein. Là on rentre dans le vif du sujet, et pourquoi tellement de gens se prennent la tête et ne savent plus se parler, on est complètement dedans, c'est que on n'accepte pas la pluralité de la réalité n'existe pas. Si moi je trouve que l'immigration c'est bien, toutes les personnes qui trouvent que l'immigration c'est mal, c'est des connards. Si moi je trouve que l'immigration c'est mal, tous les gens qui pensent que l'immigration c'est bien, c'est des connards. Et on ne peut même pas imaginer que peut-être que l'immigration c'est bien dans certains cas, ou l'immigration c'est bien dans d'autres cas, ou que ce soit. C'est un exemple peut-être un peu pourri, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? La personne simpliste d'esprit, convaincue, etc., qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, mais l'autre gars est un fou, il est con, il n'est pas possible, c'est l'ennemi, quoi. C'est la risée, voilà. Donc, exemple de coup, de con, l'extrême droite, l'extrême gauche, les gens qui votent écolo, les gens qui votent MR, les gens qui ne font rien pour l'environnement, les gens qui ne sont pas végétariens ou véganes, les gens qui ne sont pas... Et j'utilise très consciemment la négation, parce que celui-là qui s'identifie en tant que vegan, celui-là qui il trouve que ceux ne sont pas bien, celui-là qui n'est pas féministe, celui-là qui n'est pas pro-diversité, celui-là qui n'est pas bien pensant, celui-là qui est celui-là qui est antisémite, celui-là qui est pro-sémite, celui qui n'est pas antisémite, celui qui n'est pas pro-sémite, celui-là qui n'est pas, je sais pas moi, noir, celui-là qui n'est pas blanc, etc., etc., etc. Remplissez la liste vous-même. Je vais passer, bien sûr, au prochain paragraphe. La notion que cette, entre parenthèses, réalité est un substantif, une chose solide comme une brique ou une batte de baseball, dérive du fait évolutionnaire que notre système nerveux organise normalement la danse de l'énergie dans des sortes de blocs, dans des espèces de choses en blocs. Probablement que ça a des raisons d'existence au niveau de la au niveau de la survie biologique. Ces, entre parenthèses, choses, par contre, se dissolvent à nouveau dans des danses énergétiques, ou des processus qu'on appelle des verbes, quand le système nerveux est synergisé avec certaines drogues ou transmuté par des exercices yogiques
ou chamaniques, ou aidés par l'aide d'instruments scientifiques. Donc ici, donc le paragraphe n'est pas terminé, mais je trouve ça intéressant. Donc ici, il fait la différence entre voir les choses de manière fixe et inchangeante, et puis le verbe qui est changeant, et puis le fait de faire ces exercices de méditation, de trucs chamaniques, ou prendre des drogues psychédéliques ou quoi que ce soit, qui en fait rendent toutes ces choses qui normalement sont solides, les rendre à nouveau en fait fluides comme les verbes. Et donc je continue. Aussi bien dans le mysticisme que dans la physique, il y a un accord général que les, entre parenthèses, choses sont construites par notre système nerveux et que les entre parenthèses, réalités sont plurales ou plusieurs, ou pluralistes, ou je sais pas quoi, et qu'on peut plutôt les décrire comme des systèmes ou bundles, ou des groupes de fonctions d'énergie. Oh putain, c'est tellement beau. Donc c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois les espèces d'athées dogmatiques là, qui disent ouais la chose, la vision est comme ça et comme ça. En fait dans le monde scientifique, il y a plusieurs visions du même bazar et c'est tout à fait ok et ils dansent les uns entre les autres et malgré qu'il y a plusieurs visions de la théorie, plusieurs théories qui sont parfois conflictuelles, hein. La lumière est un bon exemple. Est-ce que la lumière est de la matière ou une onde? Allez-y, posez-vous des questions là-dessus. En fait les deux modèles coexistent et on n'a pas la réponse ultime parce que les deux sont vrais et voilà, et les deux fonctionnent quoi. C'est donc même dans la science il y a cette espèce de vision pluraliste de la réalité que en fait la plupart des gens qui sont convaincus ou qui se disent rationnels ou scientifiques ou quoi que ce soit n'ont pas en fait. Donc voilà, je trouve ça un super beau commentaire. Bon, il l'a résumé hein, mais je fais le commentaire. C'était peut-être déjà très clair, je ne sais pas. J'essaie de parler, d'expliquer des trucs qui sont pour moi hyper intéressants. Alors, et donc voilà, et donc commentaire, donc voilà, c'est ça la réalité, donc entre parenthèses réalité en tant que substantif. La notion que la, entre parenthèses, réalité est singulière, comme une sorte de bocal hermétiquement fermé, jibe, comment je traduis jibe? Ne va pas bien dans l'estomac. Ne va pas bien dans l'estomac avec les résultats, avec certains résultats scientifiques qui, dans ce siècle, nous suggèrent que, entre parenthèses, cette réalité peut plutôt être considérée comme flowing. Flowing. Ouais, comme de l'eau, quoi, comme donc rentrant, flowing, je sais pas, coulante, et meandering et marchante ou un peu ouais être dans le flow quoi, et zen, enfin être dans le flow quoi, comme une rivière ou interagissante comme une danse ou même évoluante comme la vie elle-même. Alors ça c'est beau. Qu'est-ce que le gars nous dit? C'est que la réalité, c'est comme la vie, ça change au fur et à mesure, ça évolue. Et il n'y a pas... et oui, peut-être que dans le passé, elle était différente, la réalité, et que peut-être qu'aujourd'hui, elle est différente aussi. Et que oui, et donc ça, il en parle dans le livre de différence, de différence en fait de théories scientifiques de par le passé et par rapport aux théories scientifiques d'aujourd'hui et comment en fait par exemple certaines choses comme par exemple la vitesse de la lumière qu'on croyait être constante, eh ben non en fait il y a des choses qui prouvent que en fait non, la vitesse de la lumière en fait elle est peut-être pas du tout constante mais bon elle a changé mais sur des milliards d'années, même beaucoup plus que des milliards d'années, mais qu'elle a changé au fil du temps. Intéressant, elle a évolué comme la vie. Donc la réalité évolue. Waouh, quel point intéressant. Alors, prochain paragraphe. La plupart des philosophes l'ont su, environ à propos autour de 500 ans avant Jésus-Christ, que le monde que nous percevons avec nos sens n'est pas, entre parenthèses, le monde réel, mais une construction que nous créons, une sorte, en fait, notre propre sorte de donc en fait une œuvre d'art privée que nous créons nous-mêmes en fait. Et là je vous invite à aller regarder les découvertes qui ont été faites autour de tout ce qui est neuropsychologie. Donc là c'est un commentaire de moi avant de finir le paragraphe. Là je vous invite à aller regarder tout ce qui a été découvert en neuropsychologie autour de tout ce qui est MRI, où en fait ce qu'ils ont fait, où en fait ils ont prouvé qu'il n'y a pas de différence entre l'imagination, le rêve ou la réalité. Et donc on peut se poser sérieusement la question, tiens, est-ce que la réalité que l'on croit percevoir, est-ce qu'elle n'est pas imaginée? Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je passe au prochain point. La science moderne a commencé avec la démonstration de Galilée
que la couleur n'est pas, entre parenthèses, dans les objets, mais, entre parenthèses, dans l'interaction avec de nos sens avec les objets. On est là, ok, complètement. Malgré cette connaissance philosophique et scientifique, de la relativité neurologique, qui a été plus clairement démontrée avec chaque avance major, avec chaque grande avance scientifique en termes d'instruments, nous sommes encore, malgré le langage, nous pensons encore, à cause du langage, que en italique, derrière tout ce flow, ou ce bouge, ou ce zen, ou cette eau, ou cette rivière, donc cette rivière d'univers évolutif créée par notre perception. Donc nous pensons toujours que malgré tout ça, que la réalité est que la, entre parenthèses, réalité est monolithique, qu'elle est dure et qu'elle est clairement cadrée comme une bonne barre de fer, quoi. Et donc non, les cadres ou les concepts ne sont pas comme ça. Ça, je crois que c'est assez clair. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici, c'est que en fait, au plus que la science évolue, au plus qu'elle nous prouve en fait que la réalité est pluraliste, qu'elle est très relative, etc. Mais malgré tout ça, il y a toujours des gens qui sont convaincus que la réalité ce n'est qu'une seule chose. Et donc lui, il dit ça, c'est à cause du langage, qui dit que la réalité c'est un substantif. Et donc c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas, et en plus un substantif qui est au singulier. Au prochain paragraphe, la physique quantique a plus ou moins undermined, donc a saboté, je vais utiliser le mot saboter, la barre de fer platonique de la, entre parenthèses, réalité, en montrant que ça a plus de sens scientifiquement de parler seulement des interactions que nous vivons. Entre parenthèses, enfin non pas entre parenthèses, mais entre, enfin je sais pas, guillemets, je sais pas c'est quoi les mots exacts, donc que nous vivons, donc nos opérations dans notre propre laboratoire de la perception. Et la psychologie de la perception a saboté entre parenthèses, la réalité platonique en montrant qu'en assumant qu'elle existe, nous amène à plein de contradictions hopeless, donc sans espoir, donc à des contradictions sans espoir, pour expliquer comment nous percevons qu'un hippopotame n'est pas un orchestre symphonique. Alors oui. Ici c'est intéressant parce que là on rentre vraiment dans du psychédélique. C'est qu'il dit clairement que oui, en fait le fait qu'on perçoit la différence entre un hippopotame et une orchestre symphonique, c'est d'une certaine façon, ça vient de nous-mêmes en fait. Et ouais, c'est-à-dire que ça vient de notre propre perception et que donc essayer de vouloir cadrer, de dire clairement que il y a une différence entre un hippopotame et un orchestre symphonique, en fait on peut pas le dire de manière véridique, vu que notre perception en fait elle est pas forcément de confiance, quoi. Enfin, ça c'est le commentaire que moi je fais là-dessus. Dans le livre il va un peu plus en détail, mais c'est un peu comment moi j'interprète ça par rapport au reste du livre que j'ai lu. Je sais pas si c'est une bonne interprétation. Soit. Les seules, entre parenthèses, réalités, donc plurales, que nous vivons ou expérience, et par lesquelles nous pouvons parler de manière meaningful, donc de parler de manière avec du sens, sont les réalités perçues, les réalités vécues et les réalités existentielles. Donc, en gros, les réalités qui involve, donc c'est-à-dire qui parlent, qui nous prennent nous en tant qu'éditeurs. Donc involve, en fait, ça veut dire c'est prendre, qui nous prennent en fait et qui nous, enfin c'est un peu stakeholders, donc c'est qui nous prennent à partie, qui nous rendent acteurs et qui nous, voilà. Donc ouais, putain, je sais pas traduire. Et donc ces réalités, donc
qui nous prennent tous, donc qui sont tous personnelles et subjectives, hein, pour une autre manière de le dire. Elles sont toutes relatives à l'observateur, donc elles sont fluctuantes et elles sont en évolution constante, et elles sont capables d'être grandies, enrichies, et on peut complètement bouger dans ces réalités d'une résolution basse à une grande résolution, et que toutes ces réalités ne collent pas les unes avec les autres comme des pièces de puzzle dans une seule, et puis là il a mis entre parenthèses et avec un grand R majuscule, dans une seule réalité avec un R majuscule, ça c'est la fin de la phrase. Plutôt, elle montre... Oh putain, ça cette phrase. They cast illumination upon one another. Ah ok. Plutôt, elle donne... Elle illumine, elles s'illuminent les unes les autres par contraste, comme des peintures dans un large musée où différents styles symphoniques de Haydn, Mozart, Beethoven ou Mahler. Alors ça c'est très intéressant parce qu'il parle de quelque chose d'intéressant qui est chaque réalité est unique, mais chaque réalité peut illuminer les autres réalités. Et ça c'est quand même intéressant, ça veut dire qu'il n'y a pas une réalité absolue, mais si on se parle bien, on peut s'illuminer les uns les autres de par nos différentes perceptions qu'on a. Et là, clairement, moi et les Chroniques Inutiles, ça a clairement été ça. Tout le monde peut participer, il n'y a pas de mauvaises opinions, on discute, il n'y a pas de faux arguments. Si ta perception est ça, on accepte ta perception et on ne va pas utiliser des espèces de règles de rhétorique à la con, on ne va pas utiliser des espèces d'arguments d'autorité du style « Ah mais oui, mais tel gars a dit ceci », ou bon, on peut les utiliser, mais on part de qui on est et on part de notre réalité, et c'est ça qu'il est en train de dire, c'est parce que oui, de notre réalité singulière est quelque chose qui peut illuminer toutes les autres réalités. Vous qui écoutez là maintenant et vos perceptions, vous êtes important, vous avez quelque chose à dire et vous pouvez illuminer le monde. Oh mon Dieu, c'est beau ce que tu dis François, tu te fais pleurer toi-même. Bon, soit, prochain paragraphe. Alan Watts l'a peut-être mieux dit pour tout le monde. L'univers est comme une peinture géante pas une peinture, mais une tache géante de Rorschach. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, les taches de Rorschach, en fait, c'est on met une tache d'encre sur un papier, on ferme le papier en deux et puis on l'ouvre, et c'est utilisé en psychologie pour ensuite dire qu'est-ce que tu vois dans cette tache, et puis pour voir un peu quel est l'esprit de la personne, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête et tout ça. Soit. Et donc Alan Watts, il a dit l'univers est comme une tache de Rorschach gigantesque. Je continue le paragraphe, j'avais pas fini. La science trouve un sens. La science y trouve un sens. La science y trouve un sens dans le XVIIIe siècle, un autre sens dans le XIXe siècle et encore un autre sens dans le XXe siècle. Chaque artiste trouve un sens unique à différents niveaux d'abstraction. Et chaque homme et chaque femme trouve différents sens à différentes heures de la journée et à différents environnements internes ou externes. Et donc j'aime bien le mot environnement interne ou externe. Bah oui, si on a de la joie, on va percevoir le monde différemment. Si on a de la tristesse, et donc oui, si on est à la plage ou si on est dans la pluie, on va voir le monde différemment. Et c'est exactement comme ce texte de Rorschach. Et donc ce que moi je trouve très intéressant, c'est ici il parle des artistes et des niveaux d'abstraction. C'est que une question que moi je reçois souvent, mais oui, mais est-ce que ça te fait pas chier d'écouter de la musique depuis que maintenant tu es un artiste développé? Alors oui, les artistes intellectuels, oui, mais je veux dire, moi, Michael Jackson, je kiffe toujours et je kiffe encore plus parce que maintenant, en tant que musicien, j'ai compris ce truc de manière encore plus profonde et j'ai une appréciation encore plus profonde. Oui, il y a des musiciens qui, du coup, les musiques simples, par exemple, ils vont se dire « Oh, c'est de la musique simple, je vais détester ça, je ne vais jamais détester ça, moi je prends ça de haut. » Voilà, et moi je trouve que c'est un peu con, et donc en effet, ici, il parle clairement de ça, et donc moi je résonne complètement avec ce qu'il dit. Prochain paragraphe. Alors, ce livre parle donc de ce que j'ai appelé un changement cérébral induit ou forcé, ce que le docteur John Lilly appelle de manière beaucoup plus cool que moi, la métaprogrammation du bio-ordinateur humain. Putain, la métaprogrammation du bio-ordinateur humain. Waouh. Dans du français, pour le coup, basique, en tant que psychologue et nouvelliste, j'ai essayé de découvrir combien
réorganisation rapide était possible dans le fonctionnement cérébral d'un primate domestiqué dans le cerveau dans un cerveau fonctionnel d'un primate domestiqué d'une intelligence moyenne. Wow, putain, je vais dire ça différemment. Donc ce que j'ai essayé de découvrir est combien de réorganisation de réorganisation rapide sont possibles dans un cerveau fonctionnel normal d'un primate normal domestiqué d'une intelligence moyenne. Il parle de lui-même. Et la seule personne à qui je pouvais faire ces expériences de manière éthique pour des recherches qui sont tellement risquées, c'était bien sûr moi. Donc voilà, ça c'était intéressant. Il dit oui, je pouvais essayer ça sur d'autres gens, mais je me dis tiens, je vais essayer sur moi-même parce que c'est quand même des trucs qui partent en couille. C'est un peu détruire sa propre réalité, détruire sa propre perception du monde. Donc ouais, je le fais que pour moi-même. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est la même raison pourquoi moi je peux pas recommander facilement à des gens, faites-le, parce que oui, ça peut complètement rendre quelqu'un fou. Voilà. Prochain paragraphe, comme la plupart des personnes qui, dans l'histoire, ont essayé de faire ce genre de métaprogrammation, je me suis très vite découvert dans de la lave, là c'est une expression, dans la lave métaphysique, dans des problèmes métaphysiques, quoi. Et c'est devenu urgemment clair que tous mes modèles ou toutes mes cartes précédentes et métaphores précédentes ne pourraient pas et n'auraient pas pu expliquer tout ce que j'étais en train de vivre. Petit commentaire. C'est un truc que moi je dis à tout le monde, allez faire vos propres expériences psychédéliques, allez vivre vos propres trucs, et puis on en reparlera, parce que si vous restez dans le monde de la logique et de la vie est un tel et un tel, allez faire vos propres expériences, allez rencontrer des gens, vous allez rester là-dedans et vous allez jamais changer. Et donc ici, ce qu'il dit, c'est clairement, quand on fait des nouvelles expériences, souvent ce qui se passe, c'est que ça casse complètement les modèles de pensée qu'on avait. Je continue le paragraphe. J'ai donc dû créer de nouveaux modèles et de nouvelles métaphores au fur et à mesure que j'avançais. Puisque j'étais en train de jouer avec des choses qui étaient en dehors des tunnels de réalité consensuelle normales, donc des visions normales de la société, certaines de mes métaphores étaient assez folles et assez loufoques. Donc il utilise le mot extraordinaire, assez extraordinaire. Cela ne me fait pas chier, ou cela ne me dérange pas, puisque je suis tout autant puisque je suis tout autant un artiste qu'un psychologue. Donc ça ne me dérange pas quand des gens prennent mes métaphores beaucoup trop littérales. Oui, moi aussi j'ai fait des épisodes sur tout ce qui est j'en ai fait un épisode d'un podcast sur tout ce qui est expérience spirituelle où je raconte comment j'ai rencontré des dragons, où je raconte comment j'ai rencontré des déesses grecques, etc. Où je raconte que j'ai vécu des trucs de malade, où j'ai rencontré des esprits dans la rue et des trucs comme ça avec qui j'ai discuté et tout, et qu'après ils disparaissent comme ça et en fait ils étaient là, quoi. Ou d'autres gens, voilà, quoi. Au fait, ou des expériences communes où je suis avec des gens et on vit des trucs comme ça ensemble, tu vois, sans avoir pris de drogue, mais soit. ça part en couille. Et en effet, oui, est-ce qu'on l'a vécu ensemble? Est-ce qu'il y avait vraiment un esprit là? Mais non, mais peut-être que lui et moi, dans notre pluriréalité de les réalités, on a fait un contact, on a vu quelque chose, tu vois, il y a tellement d'explications. Et donc, en effet, oui, est-ce que je l'ai vraiment vécu? Est-ce que je l'ai pas vraiment vécu? On n'en sait rien et on s'en fout. Ce qui est un peu intéressant, plutôt, c'est l'effet. Et oui, l'effet sur moi, c'est que je suis beaucoup plus libre d'esprit. Donc, ouais, moi, je trouve que ça en valait la peine, bien sûr. Et donc oui, c'est complètement extraordinaire, hein. Ouais, j'ai rencontré des dragons, ouais, c'est complètement extraordinaire. Tu peux être pris pour un fou, quoi. Alors qu'en fait, tout ça, c'est des trucs qui sont connus depuis je sais pas combien de temps par tout ce qui est chaman et tout ce qui est ancienne tradition, quoi.
Et donc oui, l'espèce de monolithe de la réalité, du scientifique matérialisme ou du matérialisme scientifique fait que ah non, il faut que croire ce qu'on voit dans les 5 sens et tout, il faut pas expérimenter avec toutes ces espèces de vieilles méthodes et tout ça, ce n'est que l'imagination du cerveau. Alors oui, peut-être, mais on va en parler un peu plus après, donc ça je vais faire de commentaires après. Voilà. Et donc, prochain paragraphe, je vous en supplie, chers lecteurs, de mémoriser une citation d'Aleister Crowley au début de la partie numéro 1, donc de mon livre, et de vous la répéter constamment si à n'importe quel moment de ce livre vous commencez à penser que je suis en train de vous amener la dernière révélation technologique depuis la centrale cosmique. La centrale cosmique étant bien sûr en majuscule. Donc ici il dit quand même quelque chose d'assez important qui est s'il vous plaît, oui, j'apporte des modèles de pensée, des structures de pensée, mais je n'apporte pas de révélation. Je suis pas un gourou. S'il vous plaît, ne prenez pas tout ce que je prends au sérieux, mais rendez-vous compte que ce sont des modèles et des cartes de pensée, qui n'ont pas plus de valeur que le matérialisme scientifique, par exemple. Et donc voilà. Prochain paragraphe. Ce que mes expériences ont démontré, c'est que toutes ces expériences parmi l'histoire... Attends. Wow. Ce que mes expériences démontrent, et que toutes les expériences parmi l'histoire ont démontré, c'est que simplement tous nos modèles de la, entre parenthèses, réalité sont vraiment petites et bien organisés, mais que l'univers de l'expérience est grand et bordélique, et qu'aucun modèle ne peut jamais inclure tout le bordel gigantesque perçu par la conscience non censurée. Alors ça, j'aime bien le mot conscience non censurée. C'est que quand j'ai commencé à avoir des expériences un peu psychédéliques, le truc que je me suis très vite rendu compte, c'est putain, mais en fait quand j'étais gosse, j'avais ce genre de truc beaucoup plus. Et au fur et à mesure que je grandissais, au moins que j'en avais. Et ce que je suis en train de dire maintenant, quand j'ai un peu initié des gens à ce genre de truc, c'est qu'ils racontent exactement la même chose. Quand par exemple je montre à quelqu'un comment voir de l'énergie et tout, ben, la plupart du temps, ils me disent « Mais putain, en fait, j'ai toujours vu de l'énergie quand j'étais gosse. » Et je me souviens que je disais ça à mes parents et ils me disaient « Mais non, c'est pas vrai, tu vois rien, il n'y a pas tout ça, etc. » C'est marrant comment un truc, je l'explique à tout le monde comment voir des énergies. Ils disent tous le même commentaire, c'est « Putain, en fait, ouais, je voyais ça quand j'étais gosse, quoi. » C'est quand même hyper intéressant. Et donc, quand tu arrêtes de censurer ta conscience par des croyances de n'importe quel genre, ben, en gros, ouais, tu vois un univers bordélique que tu comprends rien. Et donc, là, je dis un point qui est encore plus intéressant, c'est que rien que si tu penses ou qu'on te convainc « Ah mais non, ceci n'est pas réel », mais plouf, tu vois plus les énergies en fait. C'est ça qui est tellement puissant, c'est que si la personne, tu vois, donc le gamin, on lui dit « Non, c'est rien, c'est des énergies », ben à un moment, il arrête de les voir, quoi. C'est hyper intéressant. Enfin, donc les pensées sont vraiment créateurs du monde et créateurs de ta perception et créateurs de ça, quoi. Et voilà. Enfin, ça c'est. Donc j'aime bien le mot conscience non censurée, parce que voilà, on censure notre confiance à chaque fois qu'on a une croyance ou qu'on a une conviction à propos d'une certaine chose. Voilà. Prochain paragraphe. Je pense et j'espère que mes données démontrent aussi que le modèle neurologique d'agnosticisme et l'application de l'interprétation de Copenhague en dehors de la physique et de la conscience permettent à une personne de fuir, ou non, plutôt de s'évader de certaines limites, de l'émotion mécanique et de la mentation ou de la réflexion robotique qui sont inescapables, donc inévitables, aussi longtemps que l'on reste dans une pensée, dans un modèle unidogmatique ou dans un tunnel de réalité imprimé.
Et ben voilà, là on arrive à la conclusion, pourquoi il écrit le livre, c'est qu'il propose un modèle qui fait que finalement, que si on rentre un peu dans ce modèle, quelque part, on va un peu libérer sa conscience et donc commencer à percevoir autre chose que les tunnels de réalité qu'on a imprimés en nous. Et donc voilà pourquoi il a écrit ce livre, et donc c'est clair que c'est pour ça qu'il est important, même s'il n'a pas autant vendu au niveau humain, il valait beaucoup. Prochain paragraphe. Personnellement, je suspecte aussi, ou je devine, ou j'intuitive, donc intuit, que mes modèles les plus inconventionnels discutés ici, celles qui parlent par exemple des intelligences supérieures, comme par exemple l'ange gardien sacré kabbalistique ou les extraterrestres de Sirius, sont nécessaires comme outils de travail à certaines étapes du processus de métaprogrammation. Alors, c'est intéressant parce que ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est donc, écoutez, contacter les extraterrestres de Sirius, ça va vous faire évoluer votre conscience. C'est parti, on est parti dans Alice au Pays des Merveilles, ou contacter votre ange gardien, ça va vous ouvrir les perceptions. Putain quoi, il a vraiment mis extraterrestres de Sirius. Je suis pas encore arrivé à l'endroit où il parle des extraterrestres de Sirius, mais bon voilà. C'est juste que j'ai lu quelques trucs de ces livres, juste de ce livre-là, je me suis dit bon, il faut que je parle de lui quoi. Prochain paragraphe. That is. Alors, par contre, je sais pas si tu dis mais that is. Ceci est. Est-ce que ces entités existent vraiment en dehors de notre propre imagination? Une chose est claire, c'est que certaines parties pour activer certaines parties d'un cerveau fonctionnel, certaines parties du cerveau fonctionnel ne peuvent pas être activées sans utiliser ces clés pour ouvrir ces portes. Donc commentaire intéressant, c'est que selon lui, donc là moi je suis pas forcément d'accord avec lui, mais soit, mais que selon lui, si tu ne vas pas contacter les gens de Sirius ou que tu ne vas pas contacter ton ange gardien, ou que tu n'utilises pas certains de ces outils, tu ne peux pas ouvrir certaines de ces portes. Ensuite je me trompe peut-être, il y a certains exercices que j'ai fait, et je suis assez d'accord avec les exercices, donc je sais pas, j'ai pas tout lu, mais je suis pas convaincu. J'ai l'impression qu'il y a certains exercices qui sont peut-être plus intéressants que d'autres et qui du coup peuvent ouvrir plus de portes, mais je me trompe peut-être, mais bon, soit, j'avais quand même de faire ça. Je continue ce paragraphe. Je ne veux pas. Ah oui, ok. Je ne veux pas insister sur ceci. Ceci est juste ma propre opinion. Bon, ok, on est d'accord. Alors, c'est son opinion. J'ai la mienne. On est tous d'accord. On aurait pu en débattre dans les chroniques inutiles. Malheureusement, il est mort. Certaines personnes ont l'air de penser que pour pouvoir aller dans cet endroit de ce qu'il appelle la chapelle périlleuse, sans prendre ses guides, entre parenthèses, guides personnalité. Ah oui. Donc en fait la phrase c'est ceci. Certaines personnes semblent pouvoir passer par la chapelle périlleuse sans l'aide de ses guides personnalisés. Je connais par exemple un gars qui l'a fait en imaginant un super ordinateur dans le futur qui lui envoyait des informations dans le passé. Par le passé, qui faisait par le passé dans son cerveau. Des gens plus intelligents pourraient trouver des métaphores encore moins métaphysiques. Alors je connais le gars qui a fait en question, c'est un de mes écrivains préférés, en fait c'est Philip K. Dick, je voulais faire aussi un grand farceur à lui, mais lui c'est pas vraiment un farceur, mais lui en effet c'est ça. Lui, comment lui voyait les choses, c'est que son ange gardien ou les extraterrestres ou quoi que ce soit, cette espèce d'intelligence plus élevée qui lui envoyait de l'information, pour lui en fait c'était un super ordinateur qui envoyait des informations dans le passé directement dans son cerveau par les expériences qu'il vivait, par les films qu'il voyait, par les livres qu'il lisait, etc.
Philip K. Dick, écrivain extrêmement intéressant, je ne peux que le recommander. Prochain paragraphe. Est-ce que j'ai quelque chose à dire là-dessus ? En fait, on est assez d'accord. C'est-à-dire que moi, je disais que l'exercice qu'il propose, je crois qu'il disait que les exercices qu'il propose sont les seuls. Mais non, en fait, oui, en effet, c'est qu'en fait, il y a des variations sur différents exercices, mais à partir du moment, les processus sont les mêmes. Et j'ai expliqué les processus dans un certain podcast que je vous invite à aller rechercher. Dans plusieurs podcasts que je vous invite à aller rechercher si vous voulez savoir comment. Et sinon, vous pouvez lire le livre. Donc voilà, lui, il explique sa version à lui. Lui, il a un livre publié, donc il est peut-être plus sérieux que moi. Il a peut-être plus de légitimité. C'est marrant comment lui, il appelle cet endroit la chapelle périlleuse. Parce que oui, en effet, je vois de quoi il parle quand il parle de la chapelle périlleuse. Et oui, c'est marrant comment différentes personnes ont différents noms pour la même chose. Enfin, pour le même endroit et le même process. Soit. Prochain paragraphe. 10 ans après le point à laquelle le livre se termine, je me rends compte que j'en ai plus rien à foutre de tout ce type de modèle et tout ce type de spéculation que j'ai écrit dans ce livre. Nos petits égos bien solitaires, non pas solitaires, lonely, donc qui se sentent seuls, peuvent être, entre parenthèses, illuminés ou noyés avec des informations de style science-fiction radicale ou des perspectives cosmiques, et la source de beaucoup de ces choses-là peuvent être des extraterrestres qui semblent nous aider, qui semblent parfois nous aider. Ou c'est peut-être les chefs secrets du soufisme, ou ce sont les parapsychologistes, et ou ce sont des ordinateurs du 23e siècle qui nous envoient des données par le passé, ou c'est peut-être juste des parties de nos cerveaux qui n'ont pas été activées par le passé. Voilà, c'est ça. Donc en fait ici, pardon, ça c'est une longue phrase que j'ai mal terminée. Ensuite ici il dit juste, en gros, ça peut être tous ces trucs différents, tous les trucs qu'il a nommés, mais le truc qui est important, c'est que tous ces trucs différents nous envoient les données, et en fait on n'est pas sûr c'est quoi. Donc voilà, ça peut être tous ces trucs-là. Alors, malgré le règne actuel de notre nouvelle Inquisition qui tente d'arrêter toute recherche dans ce domaine, nous allons apprendre beaucoup plus au fur et à mesure que le temps passe. Et pendant ce temps-là, l'agnosticisme est, selon moi, le plus honnête et en plus le plus modeste dans tous ces courants de pensée. Donc ouais, ici c'est intéressant, il dit que ouais, il y a plein de courants de pensée qui peuvent parler de la même chose et qui ont le même process, et ça je trouve intéressant, et je me rends compte qu'en fait, avant même d'avoir lu ce livre et d'avoir lu cette préface, c'est que quand moi j'ai fait mon podcast exactement, où je parle un peu de la même chose et de mes expériences, où j'ai expliqué exactement ça, c'est que ouais, en fait, moi, j'ai eu exactement la même conclusion, c'est que j'en ai rien à foutre en fait de est-ce que ceci est vrai, est-ce que j'ai vraiment rencontré un dragon, est-ce que c'était une princesse, est-ce que c'était Athéna que j'ai rencontré, je sais plus les autres exemples que j'ai donnés, mais j'ai été dans mes cahiers, j'ai été prendre des exemples. Est-ce que j'ai vraiment fait ça ou est-ce que c'est faux ? Non, en fait, moi, le seul truc que je voulais partager, c'est que si vous appliquez les process que je propose dans ce podcast, eh ben, vous allez peut-être vivre ce genre de choses que moi j'ai vécu. Voilà. Et donc ici, il dit un peu la même chose. Et oui, est-ce que c'est un super ordinateur ? Est-ce que c'est ceci ou cela ? Et un truc que moi je rencontre, c'est que maintenant, au fur et à mesure que ma conception évolue et que je me rends compte que j'ai de moins en moins de croyances, bizarrement, tous les trucs spirituels ou quoi que je vis, ou les trucs un peu bizarres que je vis, extraordinaires que je vis, ils viennent de beaucoup plus en plus abstraits en fait. C'est plus des dragons, c'est plus des personnes humanoïdes, mais c'est par exemple des formes géométriques, tu vois, que je rencontre, des trucs comme ça, tu vois. Donc en ce moment, ouais, je suis très dans les formes géométriques. On verra, peut-être que ça va changer, je sais pas. Voilà, prochain paragraphe. Dans cette connexion, on m'a souvent demandé à propos de 2 livres d'autres auteurs qui ont des résonances assez étranges avec le déclencheur cosmique. Et ici, il nomme premièrement Valis de Philip K. Dick
et les expériments de Syrian, donc de Syrian Experiments de Doris Lessing. Valis est une nouvelle qui broadly hints, qui indique de manière assez grande que c'est plus qu'une nouvelle, que en fait ce livre est un vrai témoignage de l'expérience de l'écrivain Philip K. Dick lui-même, avec une forme d'intelligence supérieure. Et factuellement, Valis est apparemment une version vraiment partiellement fictionnalisée. Les vrais événements qui se sont vraiment arrivés se sont basés sur lesquels il s'est basé pour écrire ce livre. Il me les a racontés dans une longue interview que j'ai eue qu'il m'a donnée, Philip K. Dick, tout juste avant sa mort. Et je vous invite donc à lire son livre. Et donc il nous invite à lire le livre Philip K. Dick, Le Dernier Testament, The Last Testament by Greg Rigman. Donc là où il explique un peu tout ça. Les parallèles avec ma propre expérience sont numerous, donc il y a beaucoup de parallèles, quoi. Mais il y a aussi des différences. Si la même source était en train d'envoyer des idées aussi bien à Phil qu'à moi, les messages ont eu nos flavors, ont eu nos saveurs individuelles, donc dans les messages ont eu nos saveurs individuelles mixées avec elles pendant qu'on décodait les signaux. Alors ici c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'il y a plein de parallèles à différentes expériences, mais l'aspect personnel, donc la réalité personnelle est importante. C'est-à-dire que pour toutes les similitudes qu'il y a autant de différences aussi par rapport aux messages qu'ils ont reçus. Ça, je trouve quand même intéressant parce que, en gros, oui, moi je peux vous parler de tous les messages que j'ai reçus et de toutes les conversations que j'ai eues avec les dragons, avec... je sais pas moi, avec les rois d'Atlantis, avec les esprits que je rencontre dans le tram avant avant le confinement, et ou les UFO ou les ovnis que j'ai vus et tout ça. Mais le fait est que c'est des trucs qui sont personnels à moi, et si vous vivez vos propres expériences, ce sera personnel à vous. C'est quelque chose qui est extrêmement personnel. Donc voilà, ça c'est un petit commentaire que j'avais envie de faire. Donc ça sert à rien en fait d'écouter mes expériences. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de faire les vôtres, et vous allez voir à quel point ça vous change complètement, quoi. Prochain paragraphe. J'ai rencontré Philip K. Dick environ 2 ou 3 fois et j'ai même correspondu par lettre avec lui un peu. Mes impressions est qu'il était worry, il stressait, que son expérience était une sorte de folie temporaire et qu'il était en train d'essayer de savoir s'il était fou ou non. Donc il était en train de décider s'il était fou ou non, et puis la phrase prochaine c'est « Je ne suis pas sûr s'il s'est finalement décidé ». Moi ça me fait rire ce genre de phrase. Donc voilà. Ça c'est quand on commence avec ce genre de truc, on devient fou, et voilà, même moi je me demande est-ce que je suis fou, est-ce que tout ce que je vis est réel ou pas, et je me rends compte que c'est pas complètement vrai, quoi. Et donc j'ai interviewé Doris Lessing, donc qui a écrit le Dernier Testament de Philip K. Dick, il y a certaines années pour le New Age magazine, pour le magazine New Age. Elle prend les synchronicités très au sérieux, mais elle était aussi agnostique que moi je l'étais à propos de la possibilité que certaines de ces choses étaient vraiment orchestrées par les Syriens, mais donc Syriens qui viennent de la planète Sirius, ou Syrians. Les Syrianiens, je vais les appeler. Ok, les Syrianiens. Voilà, des Syrianiens. Donc voilà. Donc je recommande vivement ces 3 livres, Valis, Le Dernier Testament et Les Expériments Syrianiens. Donc il recommande ces 3 livres à tous les lecteurs de ce livre, sauf si vous êtes bloqué dans un tunnel de réalité très dogmatique. Non.
Ah non, donc non, pardon, j'ai mal lu la phrase. À part si vous êtes bloqué dans dans un tunnel de réalité très dogmatique, vous allez avoir quelques moments un peu bizarres où vous allez vous demander si les Sirianiens sont vraiment en train de faire des expérimentations sur nous, et vous allez même avoir certains moments un peu bizarres ou inconfortables. Et ces moments un peu bizarres et inconfortables peuvent être des expériences libératrices pour ceux qui ne sont pas morts de peur par ces possibilités-là ou par ces concepts-là. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, la peur. C'est que clairement, non, il dit pas vraiment peur. Ce qui est intéressant, c'est que oui, le fait de vraiment contempler sérieusement certains de ces trucs et d'y réfléchir sérieusement, ouais, ça peut complètement ouvrir des portes et complètement déchiqueter le cerveau et amener le cerveau dans des endroits complètement différents. Moi, je crois que ça a augmenté la qualité de ma vie, personnellement, mais en même temps, et ça c'est très important, je me sens obligé de le dire, je connais des gens que ça a un peu détraqué leur vie. Mais typiquement, et ça il l'a dit au-dessus, les gens qui ne gardent pas cet agnosticisme, c'était des gens qui ne gardent pas leur agnosticisme et qui du coup ils ont certaines révélations, comme on peut l'avoir en lisant ce livre-ci. On a une révélation, et mais putain en fait c'est peut-être vrai, et qui du coup en fait ils y croient à 100% et qui du coup partent en couille quoi. Et voilà, moi c'est une raison pour laquelle moi j'adore aussi les théories du complot, c'est que ça joue avec mon cerveau et ça me détruit et ça augmente ma perception en fait. Que la personne qui se laisse pas en fait rentrer dans ces théories du complot, elle reste un esprit fermé en fait. Donc voilà, les théories du complot, finalement c'est un moyen très simple de faire la même chose en fait, et peut-être moins dangereux justement. Donc voilà. Informez-vous sur vos théories du complot les plus proches. Ou si vous voulez, appelez-moi, je vous en donne quelques-unes pour un peu vous exploser l'esprit. Prochain paragraphe. Ce qui est beaucoup plus important que ces spéculations extra-mondaines, je pense, est les questions pratiques et pragmatiques à propos de ce que quelqu'un en italique fait avec tous les résultats de ces expériences qui changent le cerveau. Il écrit, c'est très simple. J'ai découvert en rencontrant c'est très simple. J'ai découvert en rencontrant plein de gens New Age qui... Attends, je comprends pas la phrase. Ah oui, donc c'est très simple. J'ai découvert en rencontrant beaucoup de gens New Age que si on utilise... Ah non, voilà. En fait, c'est une longue phrase. Putain, tu vois, c'est pour ça que c'est bien les phrases simples. Donc en fait, il est très facile... J'ai découvert en rencontrant beaucoup de gens New Age qu'en utilisant les techniques décrites dans ce livre, on peut devenir complètement taré en les utilisant. Ah, curieusement, c'est ce que je disais juste avant. On peut devenir paranoïde. Il y a eu des cas de paranoïa, de schizophrénie. Ah non, les cas de paranoïa et schizophrénie sont tout à fait communs et normaux à propos de ceux qui font des expérimentations dans ce domaine. Beaucoup moins cliniques, mais socialement tout aussi néfarieux, donc tout aussi négatives, sont les ligues de gourous autoproclamés et leurs disciples tout autant délusionnels ou tout aussi déludés, qui ont découvert, comme je l'ai fait, qu'il y a beaucoup beaucoup de, entre parenthèses, réalités pluralistes bien sûr, mais qui ont choisi une de ces réalités, leur favorite, qui est non occidentale, comme leur réalité de tunnel dogmatique. Appelle cette réalité la réalité ultime ou la vraie réalité, et qui ont établi des fanaticismes, des snobberies ou des dogmes ou des cultes autour de ces délusions. Alors voilà, ce que j'ai dit juste avant, il parle exactement de ça maintenant, c'est que oui, ceux qui... donc il parle des gens qui deviennent ultra fous, oui, moi j'en connais, des gens qui sont clairement
devenus complètement tarés, qui savent plus leur gauche de leur droite et tout, qui savent plus faire les tâches les plus normales, quoi, en jouant avec ce genre de trucs, quoi. Parce que je sais pas pourquoi moi je le suis pas devenu, peut-être que je le suis devenu, je sais pas, mais qui ont complètement perdu pied. Et ouais, c'est quand tu cherches la vérité ultime et que t'es convaincu. Moi je crois que le truc qui m'a vraiment sauvé, c'est le fait que finalement moi je suis quelqu'un d'assez concret. Et qu'en fait, oui, j'ai vécu ces trucs-là, mais c'est pas parce que je les ai vécus que c'est réel ou que c'est pas réel, en fait. Et oui, ça, je crois que moi, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a certaines expériences qui sont tellement grandioses. Enfin, attends, je sais pas moi, aller rencontrer, je sais pas moi, la déesse ou la conscience de la Terre, qui est une force tellement puissante, qui est une force qui a généré l'humanité, les dinosaures, qui existent depuis je sais pas combien de temps, qui prend soin de nous, mais en même temps peut nous tuer, qui est au-dessus des dieux humains, tu vois. Parce que oui, en fait, nos dieux, nous on vénère, c'est des dieux humains. Alors là, j'utilise le modèle païen. Comme ça, j'explique exactement. Donc, elle est au-dessus de tout ça, tu vois. C'est la titane, tu vois, c'est Gaïa. Et donc, ce qui est marrant, et j'ai déjà fait un podcast là-dessus, mais je le répète maintenant, c'est, ah oui, les dieux grecs qui ont vaincu les titans, c'est comme l'humanité et sa raison qui est au-dessus de la nature. Enfin, c'est ultra marrant, c'est que tous ces trucs sont ultra similaires. Et donc, encore une fois, donc voilà, et donc oui, j'ai vu des gens qui, eux, se sont complètement perdus dans certaines des expériences qu'ils ont vécues et qui du coup croient ultra réelles et qui ne sont plus ancrés dans la réalité, ils ne sont plus dedans. J'ai voulu en inviter quelques-uns aux Chroniques Inutiles, mais ces gens, ils arrivent même plus à arriver quelque part à l'heure, quoi. Donc c'est ou se rappeler du jour. Putain, quoi. Donc ouais, c'est intéressant. Et puis bon, l'autre point qui parle, oui, c'est tout ce qui est gourou autoproclamé et tout ça. Et oui, ça, il y en a plein, quoi. Je veux dire, les gens qui, je sais pas moi, j'ai fait 2-3 fois l'ikigai, ça m'a aidé à, je sais pas moi, à trouver un boulot où je me sens un tout petit peu mieux. Maintenant, je suis un gourou coach qui sait aider tout le monde. Tu sais, les gens qui sortent de burn-out et puis qui disent, ah ouais, moi je dois être coach de burn-out, ouais, je suis tout à fait apte et conscient et capable et compétent pour faire ça, mais aussi bien sûr tout ce qui est gourou. Et j'ai fait d'ailleurs un podcast sur le cher L. Ron Hubbard, écrivain de science-fiction, qui a créé la scientologie, et dans ce podcast j'explique justement un livre que j'ai lu qui parle de comment créer sa propre secte. Et oui, et en fait on peut très vite se rendre compte que oui, c'est complètement jouer le jeu. Et si tu es vraiment convaincu et que tu fais un super bon jeu d'acteur, bah ouais, tu peux complètement manipuler d'autres gens en fait aussi. Et oui, moi ça me dérange pas. Et d'ailleurs mon 3e livre Utopie 2.0 parle de ça. Ça parle des sectes et justement des réalités, des différentes réalités et comment on peut complètement se faire avoir ou non. Et justement, ouais, et c'est ça. Et la question, c'est par rapport à ça, et le commentaire que je fais dans mon livre, c'est ça. Enfin, le commentaire plus ou moins conscient que je fais dans mon livre, c'est au fond, si cette secte, elle fait le bien autour d'elle. Tu vois, donc par exemple, je sais pas moi, je connais une secte par exemple qui, elle, son délire, c'est elle aime bien laver les ordures ou laver les endroits pollués. Donc typiquement, s'il y a plein de bouteilles de Coca-Cola ou quoi dans une forêt où il y a plein de trucs comme ça, eux, ce qu'ils vont faire, tu vois, comme activité du samedi, c'est ils vont aller là-bas, ils vont tout mettre dans des sacs poubelles et puis ils vont jeter ça, quoi. Parce que dans leur culte, dans leur secte, laver et avoir de l'ordre, c'est bien, quoi. Tu vois. Et donc ça, c'est leur activité. Bah oui, mais moi, je trouve ça cool. Bon, moi je vais pas critiquer une secte comme ça. Alors oui, toutes leurs croyances, je peux trouver que c'est de la merde. La personne qui écoute peut-être ce podcast sera un peu dérangée par ça parce que c'est une personne que je connais bien et on se connaît bien. Et voilà, et ça va peut-être la déranger que oui, je trouve que sa secte est une secte qui raconte un peu n'importe quoi. Mais il n'empêche que oui, l'effet qu'ils ont est un effet positif. Donc oui, même si leur croyance pour moi est complètement de la merde, je ne peux que être d'accord avec le fait qu'ils ont un effet positif. Tu vois, si t'es un dogmatiste athée et qui fait que déprimer et qui fait rien de positif, qui a aucune influence positive, bah je t'emmerde. Ces fous là qui sont dans la secte, pour moi ils ont un effet quand même un peu plus intéressant. Au moins ils lavent les plages, ils lavent les tu vois, ils lavent les plages, ils lavent les forêts et voilà quoi. Tu vois, et ils sont sympas avec les gens autour d'eux, quoi, tu vois. Je veux dire, ça c'est un truc avec les Mormons et les comment on dit ça,
Tout le monde dit oh ils sont bizarres, ils sont polygames et tout, c'est trop bizarre. Mais ensuite tout le monde dit mais en même temps les Mormons ils sont quand même sympas quoi. Je veux dire ils font tout en famille, ils font des jeux de société en famille, ils s'entendent méga bien entre eux et tout. Je me dis mais putain tu les critiques mais en même temps eux, ils ont des vies de famille hyper équilibrées, ils sont hyper équilibrés et tout. Donc voilà on a peut-être quelque chose à apprendre d'eux quoi. Voilà j'ai fait mon... Donc moi je suis pas complètement négatif par rapport à tout ce qui est secte et par rapport à tout ce qui est gourou. Le seul truc c'est que oui j'ai fait un certain travail et donc moi je vois ça pour ce que c'est, c'est-à-dire des gens qui sont convaincus par 2-3 révélations qu'ils ont eues et puis d'autres gens qui les suivent parce que ils veulent être convaincus ou ils veulent être rassurés par quelqu'un qui a fait le travail plutôt que faire le travail eux-mêmes. Oh boum dans la gueule. François il envoie des coups dans la gueule. Bah oui, moi en fait à tous ces gens qui suivent des gourous, qui suivent des quoi que ce soit, moi je leur dis toujours faites vos propres expériences, faites ton propre chemin, ce sera tellement plus enrichissant parce que ton gourou, ok tu peux le payer et tout ça, mais finalement il ne vit pas ta vie quoi, il veut ton argent, il veut que tu prennes soin de lui, il veut que tu le vénères, mais il est pas là pour toi quoi. Donc voilà, donc j'étais où moi ? Ok, le prochain paragraphe. Il y a beaucoup d'utopianisme lyrique dans ce livre. Oh putain. Il y a quand même de l'utopianisme lyrique dans le livre. Soit, je continue. I do not apologize for that and I do not regret it. Donc, je ne demande aucune excuse par rapport à ça et je ne le regrette absolument pas. Cette décennie que j'ai passée depuis la première édition n'a pas changé mon commitment, ma promesse ou ma promesse basique à la règle du jeu qui garde que un esprit positif et optimiste trouve une dizaine de solutions possibles pour chaque problème, là où le pessimiste voit le problème comme étant incurable. J'aime bien, alors ça j'aime bien. Donc il dit clairement que dans son livre, il est hyper utopique et c'est hyper beau, il est hyper idéaliste, etc. Et moi j'ai ça aussi. Et en même temps, et il dit, et j'en ai rien à foutre, parce que je préfère être un utopiste idéaliste, parce qu'au niveau énergie et au niveau bien-être, ça me fait du bien. Et en plus, alors je vois des solutions, là où le pessimiste lui voit que des problèmes. Et en même temps, là moi je suis là aussi. C'est que malgré que je vois le gourou comme un con et l'idéaliste et je les vois comme un con, je ne vais pas les déranger, tu vois, je vais pas les arrêter, tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'au moins ils sont positifs, ils vont quelque part, ils ont quelque chose, ils ont un but et ils m'inspirent. Et même moi, tu vois, pour certains qui me connaissent assez bien, oui, j'ai mes moments d'idéaliste quoi. J'ai mes moments où je me dis ce serait tellement beau que le monde soit comme ça. Imagine on se donnerait tous des câlins, on s'aimerait tous. Imagine on écouterait cette espèce de prix Nobel de la paix de prix Nobel de l'économie qui grâce à toutes ces études a montré qu'en fait avec toutes les personnes qui sur Terre, on pourrait réduire le temps de travail à 4 heures par semaine et on aurait la même économie qui tourne de la même façon. On n'aurait que 4 heures de travail par semaine. Quelle belle économie si on suivait tous ces belles... Enfin voilà, tu vois, c'est cool d'être utopiste. Enfin, tu vois des solutions aux problèmes et c'est tellement mieux. J'adore ce paragraphe. C'est voilà. Donc c'est beau. Vive l'optimisme. Ok, prochain point. Prochain paragraphe. Vu que nous créons tous des tunnels, vu que nous créons tous nos tunnels de réalité habituels, soit de manière consciente et intelligente, soit de manière inconsciente et mécanique, je préfère de créer pour chaque heure pour chaque heure, parce que là c'est une longue phrase, la tunnel de réalité la plus joyeuse, la plus drôle et la plus romantique qui soit, consistante avec les signaux que mon cerveau apprehends, que mon cerveau reçoit, je vais dire. Je connais pas bien le verbe apprehends. Ça c'est beau quoi. C'est un peu ce que j'ai dit quoi. C'est-à-dire, il préfère choisir le bonheur plutôt que ça. À n'importe quelle heure, il préfère choisir. Il préfère d'utiliser le modèle de pensée le plus joyeux, le plus drôle et le plus romantique. Et je fonctionne comme ça aussi. Putain, on a tellement de trucs en commun. c'est marrant. I feel sorry. Je me sens mal pour les personnes qui essayent de manière persistante d'organiser l'expérience dans un tunnel de réalité qui est triste,
pessimiste, sans espoir, et dreary, je ne sais pas ce que ça veut dire, et qui essaye de montrer aux autres, et qui essaie de... Attends. And try to show them how to break. I feel sorry. Ah oui, et j'essaye de leur montrer comment casser ces mauvaises habitudes, mais, et le mais il est très important pour tous les sauveurs d'entre nous, mais je ne ressens aucun devoir masochiste de partager leur misère. Waouh, merci. Alors là, on est dans du concret et c'est probablement la raison principale pourquoi moi, malgré que plein de gens me disent « Oh, tu serais un très bon coach, etc. etc. » pourquoi moi, je ne veux absolument pas devenir professionnel là-dedans. C'est que, en fait, fondamentalement, j'ai pas ce délire du sauveur. Moi, si quelqu'un me dit un problème, je vais lui proposer des solutions et je vais lui proposer d'autres manières de penser pour qu'il sorte un peu de cette négativité, qu'il voit le monde un peu plus positivement, etc. Mais ensuite, moi, je vais pas aller les sauver, je vais pas être l'épaule sur laquelle ils viennent pleurer parce que, voilà, moi, j'ai pas envie de ta misère. Moi, je suis bien avec mon optimisme, va te faire foutre. Et là où moi, je serais encore un pire coach, c'est que moi, j'en ai absolument rien à foutre à être tendre, quoi, tu vois. Je dis mes réalités comme je les vois, et si les gens, ils acceptent, cool. S'ils acceptent pas, cool aussi. Moi, je rentre chez moi, et je joue aux jeux vidéo, et je suis content. Ou je regarde un film, ou je me branle, ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, voilà. Je veux dire, c'est ça le truc. J'ai pas ce devoir de changer le monde, ou d'améliorer le monde, en fait. C'est juste, oui, si les opportunités se présentent, oui, ok, je les fais, quoi. Mais voilà, si ça me fait chier, je les fais pas, quoi. Mais voilà, quoi. J'ai pas ce devoir, quoi. Donc oui, ça c'est marrant à quel point on est similaires. J'ai l'impression, ça me fait peur en fait, tu vois. Mais donc voilà. Donc ça c'est paragraphe très important pour ceux qui ont déjà fait un travail de libération personnelle. N'ayez pas le devoir, quoi, parce que ça vous fera du mal. À un moment, moi, je l'avais de dire putain, mais tout le monde pourrait se libérer, mais ce que je me suis très vite rendu compte, c'est que quand t'es dans une tunnel de réalité hyper fermée, et putain, j'en ai eu dans les chroniques inutiles pour ceux qui ont écouté. j'en ai même certains qui reviennent régulièrement. Hashtag, je vais pas les nommer, mais vous savez qui vous êtes. Ben, oui, moi je vois c'est quoi leur problème. Quand je les entends discuter, moi je vois c'est quoi leur problème tout de suite. Et je leur propose d'autres trucs. Mais bon, ensuite, s'ils veulent garder leur truc, ils veulent garder leur bazar. Enfin, et c'est très bien. Et moi, j'ai pas à aller les sauver, quoi. Ils ont qu'à le faire eux-mêmes. Et puis, de toute façon, il y a un autre point plus important. Peut-être que dans leur réalité, garder leur bazar, c'est ultra important. Donc peut-être qu'ils doivent le garder. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi je propose de vous libérer. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Je propose des solutions simples et voilà. Mais s'ils veulent pas, ils veulent pas. Et c'est tout à fait ok. Moi, je m'en fous. Alors, prochain paragraphe. Ce livre, claim, je sais pas ce que ça veut dire claim. Ah oui, donc ce livre ne prétend pas, ou claim ne prétend pas que tu crées, entre parenthèses, donc cette citation est entre parenthèses, vous créez votre propre réalité. Donc voilà, donc ce livre ne prétend pas que vous créez votre propre réalité dans un sens de psychokinésie totale, mais dans un sens d'inconscient mystérieux. Donc ici je vais directement faire un commentaire. Donc il donne un exemple. Je vais donner l'exemple. Si une voiture vous touche à haute vitesse et que vous êtes envoyé à l'hôpital, je ne crois pas que c'est parce que entre parenthèses vous le vouliez vraiment, parce que vous vouliez vraiment être touché par une voiture, ou que vous aviez, entre parenthèses, besoin d'être touché par une voiture, comme la plupart des bromides, bromides, what the fuck, comme la plupart des hippies New Age le diraient. La théorie de la psychologie transactionnelle, qui est la source de mes modèles favoris, de mes métaphores et modèles favoris, dit simplement que une fois que tu as été touché par une voiture, le sens est mis en majuscule, le sens de l'expérience dépend entièrement de vous, et les résultats en italique demandent partiellement de vous. Et puis il a mis entre guillemets ou parenthèses, je sais pas, et partiellement de vos docteurs aussi.
Donc ça, je vais déjà faire un commentaire ici. Donc voilà, il le dit clairement, c'est que tu crées ta propre réalité. Il y a des trucs qui sont inconscients, il y a des trucs qui ne sont pas inconscients, il y a des trucs qui arrivent qui ne sont pas sous le contrôle de l'inconscient. Finalement, je trouve beaucoup plus pragmatique de penser comme ça. Et on sort de l'espèce de théorie du karma en mode tout le monde mérite ce qu'il reçoit dans la vie, ce que moi je suis absolument pas d'accord. Je préfère être optimiste et me dire que bah non, moi j'aimerais bien pouvoir vous visionner un jour un monde où les pauvres ils peuvent être riches et qu'ils ne se réincarnent pas dans une vie de pauvre pour punir X ou tel truc et juste dire ah mais non, telle ou telle personne mérite ce qu'il a eu parce qu'il le voulait vraiment, parce que la réincarnation de ceci. Oui, moi je suis complètement contre le karma, même si, et là je permets tout de suite de lire, même si je vois qu'il y a des principes divins ou que l'univers fonctionne selon le karma. Donc le karma existe, c'est un principe, mais il ne faut pas utiliser ça comme croyance pour aller dire tout ce qui se passe dans le monde est résultat de karma et surtout comme justification pour laisser les gens mourir de faim, pour tuer des gens ou dire ah ce gars-là c'est un connard, s'il a un burn-out c'est parce qu'il travaille dans une multinationale dégueulasse, il ne faut absolument pas l'aider, il mérite tout ce qu'il reçoit. Voilà, moi je ne législe pas ça, donc voilà, pour les deux personnes il y a deux personnes sur qui je me suis pris la tête à ce niveau-là, qui sont des gens spirituels, qui eux sont complètement dans ce délire-là, moi je suis absolument pas d'accord, ce n'est pas parce que quelqu'un est ignorant qu'on peut juste le juger comme étant mauvais et inconscient et mal aligné et tout ça. Il y a des gens qui sont milliardaires, qui sont complètement alignés avec le fait d'exploiter des gens et ils n'ont aucun problème avec leur âme, donc pour moi ça n'a rien à voir et le karma c'est absolument pas ce que vous croyez. Donc voilà, j'ai fait mon petit blablabla et donc je continue le paragraphe. Si c'était médicalement possible pour que vous viviez et parfois même que les docteurs pensent que c'est médicalement impossible, vous décidez, c'est vous qui avez la dernière décision, si vous allez sortir de l'hôpital en courant ou si vous allez rester dans votre hôpital en train de souffrir et de vous plaindre. Alors ça j'aime bien parce que là il dit quand même un truc très intéressant, c'est que supposons tu as un cancer terminal, tu vois, et que le docteur il dit tu vas pas en sortir, tu peux réagir de plein de façons. Tu peux te dire ah ben je vais jamais en sortir, je vais peut-être essayer de vivre le truc, fumer ma bœuf, tu veux fumer ma bœuf médicinale et supporter le truc et souffrir, faire de la chimio, ou bien tu te dis je me casse, je vais profiter du dernier mois qui me reste quoi. Et voilà, j'ai quand même rencontré certaines personnes proches qui ont eu cette maladie terminale, c'est pas beau. J'aurais préféré les voir en un peu meilleure santé et qui profitent des derniers moments de leur vie plutôt que souffrir à l'hôpital. Ça, je le dis clairement. Ça me fait du mal de le dire comme ça, hein, mais j'aurais préféré qu'ils vivent moins, mais qu'ils kiffent les moments qu'ils ont eus avec ce cancer plutôt que de... Et je dis pas que notre médecine est mauvaise et qu'il faut pas aller faire de la médecine. C'est juste que... Ouais, je sais pas comment l'expliquer, si c'est terminal, oui, il y a moyen d'en sortir, et voilà, hein, moi je connais des gens qui sont sortis de cancer de phase terminale, qui étaient en cancer phase terminale, qui en sont sortis, donc il y a moyen, tu vois, mais c'est genre, parfois il y a des choix à faire, quoi, et on a fait un épisode sur la mort là-dessus récemment, et voilà, quoi, voilà, acceptez votre mort et vivez à fond, quoi. Et donc oui, c'est ça, c'est que il parle de ça, c'est que finalement oui, il y a n'importe quoi qui peut arriver, mais le sens de ce qui arrive et ce qu'on en fait après, finalement, il y a que ça qui est important en fait. Et voilà pourquoi lui et pourquoi moi aussi finalement, on a peut-être cette espèce de philosophie qui est oui l'optimisme pragmatique, c'est-à-dire ouais, si tu es optimiste, bah, tu vas vivre différemment et tu vas approcher la vie complètement différemment, quoi. Donc voilà, je ne peux que considérer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause et je vais aller prendre de l'eau. Allô, est-ce que ça enregistre? Ouais, ça enregistre, ça marche. Ok, prochain paragraphe. La plupart du temps, ce type de, entre parenthèses, décision est inconsciente et mécanique, mais avec les techniques décrites dans ce livre, ces décisions peuvent devenir conscientes et intelligentes. Et bon, voilà, l'autre paragraphe.
choisir de vivre pour soi. Non, parce qu'il dit même pas est-ce que c'est bien de faire ceci, parce que là j'ai fait un jugement de valeur qui est va vivre plutôt, mais clairement est-ce que tu préfères rester souffrir à l'hôpital, ou est-ce que tu préfères sortir et avoir je sais pas moi des derniers jours fantastiques sans prendre la chimio ou je sais pas quoi. En effet c'est une décision à prendre, et en effet c'est plus intéressant que cette décision soit consciente et intelligente plutôt qu'inconsciente, et donc ici il dit bah oui il faut se libérer quoi, et c'est exactement ce que moi j'ai fait dans mon podcast, c'est offrir des techniques de libération des croyances pour pouvoir vivre comme des êtres conscients et intelligents pour se libérer. Et oui, j'espère qu'un jour ces espèces de vidéos seront virales, ou que ce podcast sera viral, parce que pour moi c'est important, hein. Pour moi c'est important que tout le monde arrive à faire ça, beaucoup plus important que, je sais pas moi, voter écolo quoi. Qu'est-ce que tu dis François? Je dis des conneries. Mais donc voilà, prochain paragraphe. La dernière partie de ce livre parle des pires tragédies de ma vie, et j'ai envie de dire, sans auto-pitié, donc sans auto-pitié, donc oh putain ma vie est tellement dure, donc comme ça, c'est ça quoi, un vice que je déteste, que mes années sur cette planète ont contenu des expériences très punissantes, donc très méchantes, terribles, et donc j'ai eu des sales trucs quoi. Par exemple, et je vais par exemple commencer avec 2 moments où j'ai eu la polio quand j'étais un enfant, et ainsi que des dizaines d'autres trucs que j'ai vécu que je n'ai pas envie de me plaindre en public. Et c'est intéressant parce qu'il parle d'optimisme et tout ça, et c'est probablement pour ça que vous entendez François parler très rarement du racisme qu'il a vécu. Parce que je crois que je vois ce qu'il veut dire. Alors, quand j'écris ou... Ah ben voilà, il le dit tout de suite. Quand j'écris, j'essaie de créer un tunnel de réalité meilleur et beaucoup plus optimiste. J'essaie de transcender les jeux d'ego, et de manière assez similaire. Ce n'est pas parce que moi j'ai vécu dans une tour d'ivoire, mais c'est parce que je connais le négatif. Bon bah ok, voilà, il a dit. Attends, je vais finir le paragraphe. C'est parce que j'ai appris certaines techniques pratiques pour gérer les conditions brutales sur cette planète primitive. Putain, bah voilà, exactement. C'est la même raison pourquoi moi je dis... c'est pour ça, même raison pourquoi moi j'aime pas trop les gens genre Greta Thunberg. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les gens qui se plaignent et qui font que annoncer et qui font se plaindre. Donc les hashtags MeToo, j'aime pas trop comment ça s'est fait. Tous les gens qui ne font que se plaindre et crier et dire oh le monde est dégueulasse, c'est qu'en fait ils font que se plaindre et ils ne font qu'amener de la négativité. Amènent des solutions, amènent de la positivité. Donc pas juste amener des solutions, mais amener aussi de la joie, amener des bonnes énergies, créer un monde meilleur, et pas juste de la négativité. Donc oui, c'est pour ça que pour moi les chroniques inutiles, il devait y avoir de la comédie et pas juste un espèce de débat sérieux où on débat de choses sérieuses et on est des gens importants qui parlent de vrais problèmes, etc. Et on se prend au sérieux et tout ça. Ah, casse-toi. Et donc ouais, voilà. Putain, mais c'est marrant en fait à quel point on est arrivé aux mêmes conclusions quoi. Putain, je vais presque croire que je suis illuminé si ça continue comme ça. Prochain paragraphe. Les gens à mes lectures, François, oui, parce que, ok. Donc les gens à mes lectures et à mes séminaires me demandent souvent si je suis toujours optimiste à propos des programmes spatiaux civils, donc ou de l'extension de la vie. Je suis encore plus optimiste que jamais, malgré malgré le cas terminal, il semblerait le cas terminal de Rigidicus Bureaucraticus à la NASA, donc qui est l'office de spatial des États-Unis. J'ai des raisons de croire que certains pays européens vont bientôt lancer ensemble une sorte
d'efforts de migration de l'espace de migration vers l'espace que j'advocate, que je défends ici. Ce qui a été le fait, hein, ça s'appelle l'ESA, et j'ai un pote qui bosse là-bas d'ailleurs. Et à propos du SDI de Reagan, j'ai aucune idée de ce que c'est, pour tout son jingoïsme, je sais pas ce que ça veut dire, donc à propos du truc de Reagan, ça voudra dire qu'il y aura plus d'argent qui sera dépensé dans la recherche basique qu'à n'importe quelle autre période dans l'histoire de l'humanité. Alors c'est intéressant parce que ici on voit clairement la période dans laquelle cette préface est écrite. On parle d'aller dans l'espace, on parle d'amener des civils dans l'espace, on parle de la conquête spatiale en fait. C'est peut-être un peu un rêve oublié maintenant, mais en fait la réalité actuelle est telle. Si notre planète, ça c'est ma vision, si notre planète un jour nous lâche, la seule solution ce sera d'aller chercher une autre planète, et donc il faudra peut-être développer des technologies pour aller vivre dans l'espace, savoir créer des espèces de biodromes dans l'espace, savoir créer de la bouffe dans l'espace, etc. Donc voilà, pour moi c'est un truc hyper important, je trouve ça marrant que il y a plein de gens qui viennent lui demander. Bon, ensuite je sais pas, mais en effet c'est un peu tombé en arrière. On parle pas trop de ça, vu que, je sais pas, il y a l'internet, il y a moyen de faire de l'argent, je sais pas. Mais en tout cas, oui, l'espace, c'est un sujet hyper important. Je vais peut-être faire un autre podcast autour de l'espace et du futurisme et tout ça, et de toutes les possibilités, et pourquoi l'espace, en fait, c'est important. Mais parce que pour des raisons économiques, pour des raisons de climat, pour tellement de raisons. Mais donc voilà. Pour tout ce qui est de l'extension de vie, il y a eu plusieurs best-sellers sur le sujet depuis que ce livre est apparu. Il y a même un intérêt, dans les parties les plus intellectuellement arriérées des États-Unis. Ah non, dans la société, pardon, j'ai foiré la punchline. Il y a même de l'intérêt dans les parties les plus arriérées intellectuellement de la société des États-Unis. Et puis ici, il met entre parenthèses ou entre guillemets, je sais pas exactement, pour les nommer le Congrès, ou en tout cas le Parlement, ou là où les gens votent, et les scientifiques dans le domaine de la longévité de la vie que j'ai rencontrés récemment ont l'air plutôt heureux, et ils disent tous qu'ils sont en train de recevoir plus d'argent dans leurs recherches que dans les années 70. Donc les innovations ne peuvent pas être tellement loin. Je connais pas très bien ça, j'ai pas lu le livre, je sais pas de quoi il parle, de tout ce qui est extension de la vie. Par contre, ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est je vous invite à étudier Rasputin. Rasputin est un personnage très intéressant, et je vais juste parler de sa mort, qui lui justement avait des techniques de longévité, de vivre plus longtemps et tout ça. Et en fait, les communistes, parce qu'en fait lui il était pote des tsars, et donc quand il y a eu la révolution, là, ils ont voulu, parce que c'était un adviseur, ils ont voulu le tuer tout de suite. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tiré une vingtaine de balles en lui. Alors ils ont tiré une vingtaine de balles en lui, il n'est pas mort. Et donc ils se sont dit, mais ils avaient plus de balles, très des détails importants, ils avaient plus de balles. Et donc ils se sont dit, mais merde, ce gars-là ne veut pas crever, il était toujours en train de respirer et tout ce que tu veux. On peut se demander quel genre de truc obscur il faisait pour rester en vie. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis en voiture, ils ont été, enfin je sais plus c'était quand exactement la révolution, je crois que c'était en janvier, mais en tout cas, soit la rivière là qui avait à Moscou était complètement en glace, quoi, elle était givrée, quoi. Donc ce qu'ils ont été fait, c'est qu'ils ont été donc en voiture, ils l'ont amené à cette rivière, ils ont eu le temps de faire un trou dans la rivière avec des scies ou quoi que ce soit, ils l'ont mis dans la rivière et ils ont refermé le trou. Et quand ils ont redécouvert le corps de Rasputin et qu'ils ont fait l'autopsie, le docteur en fait a dit, donc dans son rapport il y avait écrit, alors ce monsieur est mort de la noyade et on a tiré des balles dans lui par après.
Pour le docteur qui a fait l'autopsie, la cause de la mort était la noyade, quoi. Donc voilà, tout ce qui est longévité, c'est que bon, ensuite c'est très dark tout ça, et oui, j'avoue que j'ai un peu peur de toutes ces énergies dark là, parce que c'est genre qui parle de sacrifice et d'énergie sexuelle et prendre et voler l'énergie, parce que lui c'est ça, hein, Rasputin, c'est voler l'énergie sexuelle de toutes les femmes qu'il draguait par ses yeux un peu bizarres, et du coup il vivait plus longtemps. Enfin, c'était bizarre ce mec. Mais en même temps sa vie est très intéressante, hein. Vraiment, regarder un documentaire sur lui, c'est super chelou. Donc voilà, pour moi c'est clairement possible. Ensuite j'y connais rien, j'ai pas vraiment fait de recherche, et je me pose la question, hein, est-ce qu'on veut vraiment vivre 3000 ans? Je sais pas. Même moi, tu vois, j'ai 31 ans là, et je me dis, il y a des trucs que j'ai déjà vus, quoi. Genre aller en boîte danser et tout, c'est pas mon truc, tu vois, c'est plus mon truc. Donc je me dis, ouais, après un certain temps, t'as tout, enfin, c'est pas que t'as tout vu, mais c'est genre, t'as vécu, quoi. Donc voilà, ça c'était un petit commentaire, elle a rien à voir par rapport à son texte, mais juste que j'avais envie de partager. Prochain paragraphe. Et pour terminer, juste pour un peu de entertainment, juste pour vous faire un peu rire et juste rigoler, pas toutes les lettres que j'ai reçues à propos de ce livre ont été intelligentes et profondément réfléchies. J'ai reçu quelques lettres complètement folles et non intentionnellement drôles, mais empoisonnées, de deux grands types de personnes, de deux grands types de dogmatistes, pardon, les chrétiens fondamentalistes et les matérialistes fondamentalistes. Donc ici c'est intéressant, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Donc il a reçu des lettres quand même assez négatives qui étaient censées lui faire se sentir mal, genre qu'est-ce que tu fous, pourquoi t'écris ce genre de truc, et que lui en fait ça l'a fait rire plus qu'autre chose. Donc voilà, ça dit beaucoup sur le personnage en fait, ça dit beaucoup sur qui il est, quoi. Parce que ouais, donc c'est genre il reçoit des lettres, je suppose de menaces de mort, et qu'est-ce que tu fais, tu es le suppôt de Satan ou je sais pas quoi. et lui ça le fait rire, quoi. Enfin, c'est génial ce type. Et donc il dit les deux grands groupes, c'est quoi? C'est les chrétiens fondamentalistes et les matérialistes fondamentalistes. Alors, prochain paragraphe. Les chrétiens fondamentalistes m'ont dit que je suis un esclave... Ah ben oui, voilà, pardon. M'ont dit que je suis un esclave de Satan et que je devrais avoir les démons exorcisés de moi avec un exorcisme ou un baptême de religieux. Les matérialistes fondamentalistes m'informent que je suis un menteur, un charlatan, une fraude, et scoundrel, je suppose que c'est un connard. Ouais, un connard, scoundrel. Je sais pas c'est quoi la traduction. Et à part pardon, à part pour cette légère différence, les lettres sont étonnamment grandement similaires. Les deux groupes ont la même crusading zeal, ont la même vertu de croisade et le même manque d'humour total. Putain, quelle phrase, quoi. Alors, le même... Ah, pardon. Et le même manque total d'humour, de charité, et même de politesse et d'essence humaine. Pas besoin de dire plus. Et donc, dernier paragraphe. Ces cultes intolérables ont servi de me confirmer dans mon agnosticisme, en me présentant encore plus de preuves de ma contention, que quand le dogme entre dans le cerveau, toute activité intellectuelle s'arrête. Donc ouais, ça c'était intéressant. Donc dès qu'on est dogmatique et dès qu'on est convaincu que c'est quelque chose, toute activité cérébrale s'arrête. Et donc ça a été écrit en 1986 par Robert Anton Wilson à Dublin. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. Moi, je sais que pour moi c'est quand même un des penseurs les plus... Oui, c'est vraiment... voilà, pour moi c'est un vrai philosophe, quoi. C'est-à-dire que un vrai de vrai, quoi. Il n'est pas juste dans la raison, mais il n'est pas ancré, il se laisse pas manipuler, il voit les choses pratiques et rationnellement. Et finalement, la conclusion à laquelle il est arrivé, c'est le bonheur, quoi. C'est marrant, en fait, quand on y pense 2 secondes. Et ouais, voilà. Je ne peux que vous le conseiller, quoi.
Donc voilà, je vais un peu finir ces chroniques inutiles. Putain, j'ai parlé 1h50. Bon, en même temps, c'était un texte un peu long. Mais ouais, voilà, je trouve que ça en valait la peine. Et puis bon, bien sûr, dans ses livres, il va beaucoup plus en détail. Oui, je vais quand même dire un petit truc là-dessus. Sur comment il a commencé. Parce qu'à la base, c'était juste un journaliste psychologue. Hein. Et comment est-ce qu'il a commencé là-dedans? C'est qu'en fait, il a commencé comme moi, c'est par les théories du complot. Et en fait, il s'est rendu compte que il parlait de tout ce, enfin, il s'est rendu compte de gens qui parlaient des Illuminati et tout ça, et il s'est dit tiens, mais et si je faisais vraiment des recherches sur les Illuminati et que j'écrivais tout un bouquin là-dessus, parce que au niveau psychologique et au niveau sociétal, c'est intéressant de voir qu'il y a des théories du complot là-dessus, de gens qui disent que ah ouais, ok, enfin. Que en fait le président Kennedy s'est pas fait assassiner par ce fou là, mais il s'est fait assassiner par des Illuminati parce qu'il aurait fait X ou X raison. Et donc c'est marrant parce que pour le coup, lui, il a commencé à aller rechercher profond. Et en fait c'est comme ça qu'il a un peu commencé à déjà faire leur pratique spirituelle, à vraiment étudier l'histoire de comment est-ce que les sociétés secrètes ont commencé, quels sont leurs rôles, quelles ont été les guerres qu'elles ont eues avec comment on dit ça, avec les différentes religions dans l'histoire, comment est-ce que eux-mêmes les sociétés secrètes retracent leur histoire jusqu'à où, et pour se rendre compte que ça se retrace très très loin dans le passé parfois, et qu'il se dit ok, c'est quoi ces pratiques du passé, et comment certaines sociétés secrètes même se disent ah mais nous nos théories elles viennent de l'Atlantide, et donc voilà quoi. Donc je trouve ça marrant quoi. Et oui, parce que voilà, et donc sur base de ça, il a commencé, et puis il a commencé à faire ses pratiques. Il a eu cette décennie là où il a fait toutes ses expériences, et maintenant il en est ressorti agnoste quoi. Et donc voilà, un autre usage des théories du complot. Parce que les théories du complot c'est bien. François. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai adoré faire ça. Et en tout cas, si là, je vous ai pas convaincu d'aller le lire, peut-être que vous êtes trop dogmatique ou je sais pas quoi, ou vous vous dites que je fais de la merde. Mais voilà, en tout cas, il en vaut la peine. Si vous aimez réfléchir, penser plus loin, et étendre vos pensées, et penser vraiment différemment, étendre vos sphères de pensée, ouvrir votre esprit et tout. Robert Alton Wilson, il en vaut la peine. Moi, je conseille Prometheus Rising, parce que c'est un peu son livre le plus connu, mais en même temps il est très axé, il est très matérialiste celui-là. Donc si vous êtes quelqu'un de très comment dire, de très axé dans la réalité, ce livre est probablement celui-là qui va le plus vous parler, mais en même temps il casse ça, hein, donc ne vous inquiétez pas, il casse ça. Et puis ensuite oui, celui-ci quoi, Cosmic Trigger, parce que ça va en couille, ça va loin, et tu te dis putain, ce gars-là il a écrit Prometheus Rising, il a vécu tout ça avant. Et en fait, tu te dis, mais oui, ça ne pouvait que être lui. Enfin, surtout quand j'ai lu Illuminatus Trilogy. Oui, c'est. En fait, ce qu'il fait là-dedans, c'est. Ah, bah oui, ça c'est intéressant. Vu que ça c'est. Donc, j'ai lu ce truc, c'est un truc assez long. Donc, enfin, c'est 3 livres, en fait, qui, à eux, font, je crois, 500 pages, quelque chose comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est. Il retrace, en fait, toute l'histoire des sociétés secrètes jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui étant les années 70. Donc de ses recherches, hein, sur base des recherches qu'il avait fait pour son livre là, mais de manière fictionnalisée quoi. Donc et ça c'est drôle quoi, parce que c'est drôle. Enfin c'est drôle. Donc déjà les définitions que j'ai fait là dans le Grand Acte, elles sont hyper drôles, mais t'as plein d'autres moments hyper drôles. Par exemple quand il décrit les leaders du monde. En fait, il décrit le leader de l'Empire soviétique, il décrit le leader des États-Unis, etc. Et en fait, il les décrit exactement de la même façon, et tu te rends compte, après, en fait, ils sont tous pareils, quoi. Ils fonctionnent exactement de la même façon. Puis il décrit les Illuminati, il décrit aussi tous les mouvements étudiants de l'époque et comment ils se mettent complètement les doigts dans les yeux, des trucs comme ça, mais pas forcément en même temps. Et enfin, c'est très intéressant pour avoir déjà une vision sur les années 70 et en même temps juste un délire sur où est-ce qu'on peut aller avec tout ce délire des sociétés secrètes quoi. Et voilà quoi, il est quand même allé assez loin quoi. Donc livre très intéressant. Je vais peut-être lire aussi l'autre là, la trilogie du chat Schrödinger. Je sais absolument pas à quoi m'attendre, parce que Illuminatus trilogie je savais, mais celui-là non quoi. Donc voilà, j'ai dit je vais vous dire au revoir et à toutes hein. Et si vous voulez participer ou faire autre chose avec moi ou
parfois un autre sujet, venir... si vous voulez devenir un disciple de l'agnosticisme de tout, je peux vous lire. Vous pouvez venir chez moi boire un thé et puis je vous baptiserai là-dedans et puis vous serez officiellement initié. Ah non, 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 moi en fait j'ai ma religion, c'est la religion de Koutk, mais oui c'est vrai. Donc voilà, venez participer aux Chroniques Inutiles et je vous ordonnerai prêtre de Koutk. Et voilà quoi. Donc là, pour le moment, si vous écoutez, vous êtes juste adepte de Koutk, mais il faut devenir prêtre, il faut participer. Sinon on n'est qu'adepte, et adepte c'est moins cool. Je veux dire, ça, adepte c'est genre, mais prêtre, tu vois, il y a de la classe, tu vois, c'est genre vous pouvez en impunité complète aller passer le message de Koutk. Et le message de Koutk, c'est lequel ? C'est le vôtre en fait, mais avec humour et optimisme. Donc voilà, humour, optimisme, vous êtes important, vous illuminez les autres réalités. Et voilà, je vais arrêter sur ça. Comme ça, je m'arrête avec une note de positivisme et tout ça. À toutes. Merci de nous écouter.